Salut Seb. Salut Romain. Comment tu vas mon petit Seb? T'es ici chez toi là ce soir? En effet. Ouais. Ben, merci de l'invitation déjà. Bah de rien, ça fait On est bien plaisir. reçus. Eh ben toujours, hein, on a tous un petite bière, petit thé. J'espère que les gens C'est qui vont nous ça. regarder aussi, ils ont pris quelque chose à boire, une petite boisson favorite. Parce qu'on va avoir une super discussion comme les précédentes, comme à chaque fois. C'est un thème intéressant. Hein. Exactement. Bon, je suis un peu moins énergique que d'habitude, je vais être un peu moins énergique parce que je suis un peu malade, mais on va faire avec, ça va le faire, je pense. Ça va le faire. Yes, ça va le faire. Et toi d'ailleurs, comment tu vas? Comment tu te sens? Comment ça se passe? Ben écoute, je vais pas me plaindre. Hein. Je vis en Espagne, donc Ah, j'ai pas de raison de me plaindre. 32 degrés depuis le début de l'été, donc non, non. Ça va bien, on tient le coup. Hein, même si c'est compliqué. ça va être 32 degrés pour tenir le coup. Ouais. Ben il vaut mieux, hein, parce qu'avec tout ce Covid de merde là, vaut mieux avoir les... Je peux dire des gros mots ou pas? Ouais, tu fais ce que tu veux. Kevin en a dit, malheureusement. Du coup, si Kevin en a dit, bah, je peux pas Ouais. dire aux autres après, ne le faites plus, quoi. Je pourrais leur J'ai dire, hein. peur que tu te fasses ban. J'ai peur que tu te fasses ban de Twitch parce que j'ai l'impression qu'ils se font ban facilement. Donc, Oh, ouais, voilà. je pense qu'il y a de la marge avant que je me fasse ban, hein. On sait jamais s'il y a Squeezie qui passe. Ah, c'est ça, il faut que j'ai un peu plus de viewers, je pense, pour me faire ban, hein. Un peu Non, plus mais ouais, d'abonnés. ça se passe bien, on tient le coup. Enfin, je pense que la France aussi, c'est compliqué Ouais. en ce moment. Ah, bah, ça, Surtout la c'est. situation peut-être politique. Donc, Ouais, on a un peu plus de restrictions. Ouais, c'est un peu plus compliqué, mais bon. mais c'est justement, je pense, en thème avec la communication aussi. Euh, Ouais, ah, ouais, on pourrait en parler de la communication gouvernementale. on pourrait en faire. On Tiens, pourrait ouais. en faire. Bon, ce Juste sera à pas le ce sujet de sujet. ce soir parce que là, c'est un risque de se faire ban aussi. Ah, parce que sur ça, ils ont été bons aussi. Ils ont été Ça, bons, je pense mais- que là-dessus, là, tu peux te faire ban rapidement, tu peux te faire squeeze très rapidement, quoi. Attention, hein, parce que là, tu vas finir dans les jaunes. Là, je vais finir dans les geôles, ouais, je vais finir quelque part, je sais pas où, mais ça va être compliqué, quoi. Ah, Bastille. Ça va être, ouais, ça va être difficile. Bon, moi, j'aime beaucoup ton petit micro, là, je suis curieux de savoir, je vois qu'il a un bon son, là. Qu'est-ce que tu nous as pris comme micro, là? Samsung Go Mic. Ça sonne go, Mike? En Ok. plus, il est pas mal parce qu'il peut s'épingler. Je sais pas si tu vas le voir. Ouais, ok, sympa. Il peut se clipser partout, il se fout sur les écrans d'ordi portable. Donc écoute, il est pas bien cher non plus, je crois que j'avais payé une cinquantaine d'euros, donc Ça va. ça fait le taf, Ça on va fait le dire. taf. C'est pas mal en termes de communication, du coup, d'avoir un bon micro, je pense que c'est important. Ah, ben je pense que les gens qui font des podcasts, qui les montent, sauront le dire mieux que moi, mais c'est clair. Hein. Je pense que le son, c'est la base, même avant l'image. Ah, le son, ouais, on avait ces discussions avec Jérémy notamment. On parlait de l'importance du son. Qu'est-ce que les gens, quand ils regardent une vidéo, qu'ils importaient le plus? Bah, c'est le son, quoi. Si le son est Ouais, mauvais, bon, la qualité, des fois, tu peux passer outre. Mais si t'as un son saccadé, C'est un son ça. rien. Et puis tu sais quoi, je pense que maintenant l'image, avec tu vois, les portables, Ouais. tu peux avoir des trucs déjà, tu peux avoir des trucs de fou. Hein. C'est ça. Ça, Ouais. j'ai payé que dalle, et fais le taf. Je sais que l'autre jour, j'ai fait un live, justement, bah, il y a eu un souci technique de fou sur le live. Après, j'ai dû switcher sur un truc que j'avais pas prévu. J'ai testé. Et le PC, il a pas tenu. Ça, Il a pas tenu? Ouais, c'est ça. C'était un live histoire. Du coup, je jouais à un jeu par d'histoire, quoi. Ouais. Et j'ai testé sur Odyssey. Non, il a planté. Et non, j'ai pas planté, mais ça saccadait de fou en fait. C'était injouable, moi. Ah merde. C'était injouable. À un moment, il y a des gens qui sont arrivés là. Je sais pas, il y a quelqu'un qui a fait un raid ou je sais pas quoi. Il y a 10 personnes qui sont arrivées d'un coup. Ils sont repartis au bout de 5 minutes parce que moi, c'était même pas drôle, quoi. Ah, mais ça a pas tenu Twitch plus Odyssey, quoi. Non, ça a pas tenu. Ouais, ça a pas tenu. Du coup, ça. Mais en plus, il est assez récent ton ordi. Non, mon ordi date de 2012, hein. Ah, mais t'as toujours le vieux Mac parce que Non, c'est l'ordi gaming en fait qui date de 2012. J'ai le PC gaming et j'ai le Mac de travail, mais le Mac de travail, tu fais pas tourner Odyssey, hein, c'est un MacBook Air. Hein. Ah, ouais. Il n'y a pas de carte graphique dessus, hein, donc ça fonctionne Moi, pas. celui que j'ai là, enfin, tu vois, c'est un petit truc, mais il fait tourner. Moi, je joue à Rocket League Ouais. parfois. Ça va, ça marche bien. Ça marche bien. Ouais, Rocket League, ça va, c'est des jeux pas trop gourmands, donc ça se fait bien. Mais je te propose moi, qu'on attend jusqu'à 5-10, histoire qu'il y a des gens qui arrivent et qu'on discute un petit peu en attendant. Est-ce qu'il y a du monde là ou Pour pas? la température. Ouais, ça avance doucement, là, pour l'instant, il n'y a pas grand monde encore. Dites-nous si vous êtes là dans les commentaires. Ouais, dites-moi si vous êtes là. Est-ce que vous êtes présent? Est-ce que vous êtes à bord du flot de l'histoire? Est-ce que vous avez pris la mer avec nous ou pas? C'est ça. Tiens, tu m'as appelé le maître des carrousels. Le maître des carrousels? Ouais, ça m'a fait rire. Le maître des carrousels. Le maître des carrousels rouges. C'est un titre. C'est du titre quand même, ça envoie quand même.
En Ah plus, ouais, ouais. en plus sur mon écran, c'est coupé, du coup, ça attise la curiosité. Le maître de quoi? Le maître de quoi? De quoi est-il maître? Maître de la connerie? Maître 75. Maître Vous êtes 75, c'est ça. 1m75. Maître 50. C'est ça. Il est maître Il est là, 50. il est là. Salut Sarah, salut. Salut, mais il touche par terre. Alors, Salut, si vous entendez salut des bruits bizarres, Sarah. c'est mes chiens. De quoi? C'était chien? Ouais, s'il y a Allez, des bruits bizarres, ouais, c'est ça, on prévient, il y a 4 chiens là, du coup. il y a 4 Il chiens. y a Donc, 4 chiens chez Seb, du coup, ça risque de faire un peu de bruit. On est encore désolé pour ça, mais bon, c'est ça. c'est le tout. Ce sont les aléas du direct, Romain. Mais tiens, du coup, est-ce que, pour les gens qui sont là, est-ce que vous avez déjà des questions auxquelles vous voulez qu'on réponde ce soir? On répond à tout. On va répondre à toutes les questions, donc n'hésitez pas si vous en avez déjà, qu'on n'a peut-être pas prévu. On a prévu quand même pas mal de questions, pas mal d'échanges. De toute façon, ça va être un bel échange plutôt chill. C'est intéressant. Du coup, ouais, on a eu celui Kevin qui était vraiment cool. La semaine dernière, on a eu Johanna. C'était vraiment hyper intéressant avec Johanna sur les valeurs. J'ai eu des bons retours, j'étais très content. Les gens étaient très contents du live. C'était sur quelle thématique avec Johanna Sur comment être aligné avec ses valeurs en fait dans son activité. Ah, mais oui, ok, je vois qui c'est. Johanna, Ok. ouais, Johanna Menzel. C'était Johanna Menzel. On a fait un live super sur comment s'aligner avec ses valeurs. Ouais, on va attendre jusqu'à 10 tranquillement. On n'est pas trop pressé de toute façon. Il n'y a pas le feu au lac. Moi, je te m'entends. Je suis pas en vacances, mais presque. Hein. T'es pas en vacances ou pas? Ah oui, mais t'es à Valence, donc t'es en vacances quoi. T'es en vacances toute l'année. Ouais, c'est le bon côté. C'est le bon côté des choses. T'as le soleil, il fait beau, c'est sympa. Ouais, moi, je suis le seul con qui en été rentré en France, moi. Ah ouais, ça c'est vraiment la désillusion complète. Voir la famille, tout ça. Puis bon, faut bien voir Camelot, hein. Donc ça, je peux pas le faire en Espagne. Il est pas sorti en Espagne? Ah non. Tristesse et déception. Éternel. Non, c'est pour ça, il y a des priorités, tu vois, dans la vie. D'ailleurs, entre la plage, Camelot, bon. On parle de communication, mais Camelot, c'est quand même ouf la communication qu'ils ont fait, qu'il a réussi Alexandre Astier dessus, pour éclater les records en audience pour un film français en salle. Mais moi, je suis un grand fan, tu vois, grand fan de Camelot, grand fan d'Alexandre Astier. Et même, tu vois, j'ai envie de te dire, depuis le début, c'est un putain de mercenaire, quoi. Ouais. Parce qu'il a eu une opportunité, c'était de foutre ce format de 3 minutes pour remplacer Caméra Café. Ouais. Alors lui, il a toujours voulu faire son film, hein. À la base, c'était ça, il avait en tête. Et il s'est dit, vas-y, je vais me démerder, quoi. Et je vais faire des trucs de 3 minutes. Il s'est fait ses compiles. Et le pire, c'est que tu vois, j'ai envie de dire, c'est devenu mythique Camelot, mais après, quoi. Enfin, 10 ans après. Ah ouais. Bah moi, Sarah, je prends des vacances le 17 août, personnellement. Ouais, moi, comment dire. Bah, déjà, je fais un travail qui me plaît, donc c'est ça. J'ai l'impression de travailler. Donc ça, c'est cool, hein, quand on est passionné comme nous. Mais non, je prends 2 jours de repos par semaine. Enfin, 2 matinées. Et après, là, tu vois, rentrer en France, ben, je vais voir ma famille, tout ça, être à droite, à gauche. La famille, ma belle famille aussi, donc... Non, ça va être des vacances. C'est un peu ça, ouais. Bah du coup, on parlait de communication, mais on parlait de la communication, je sais pas si tu as suivi la communication d'Alexandre Astier. Toi, tu avais fait d'ailleurs un post sur LinkedIn reprenant Alexandre Astier qui avait cartonné. Du coup, ça prouve que ça marche la communication d'Astier. Et moi, j'avais regardé la communication qu'il a fait autour du film depuis 1 an, là, et notamment sur Instagram. C'était vraiment bien conçu, en mode teasing et tout. Franchement, c'était un exemple, je pense que c'est pas mal à reprendre. C'est pas mal intéressant à étudier. C'est même intéressant, tu vois, ce post que j'avais fait sur Alexandre Astier. Clairement, c'était vampiriser sa communication, quoi. Voir si le fait de... Comme je savais qu'il était très présent en ce moment, comme il allait avoir le film qui sortait, voir si moi, derrière, en me mettant sur ce créneau-là aussi, en reprenant des mots à lui, tu vois, est-ce que ça allait marcher? Et je me rappelle plus des chiffres, mais c'était catastrophique. Enfin, catastrophique. C'était incroyable. Ça a extrêmement bien marché. Je crois que ça a été vu, la vidéo, par 50 000 personnes, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, peut-être, ouais, peut-être plus. Ah, je sais plus, hein, mais c'était vraiment hyper... Je vais checker, mais c'était... Et ouais, clairement, j'ai profité de ça comme quoi. Ah non, je dis des conneries, ça a été vu par 320 000 personnes. 320 000. Ouais. Donc, voilà, donc ça marche. C'est des sujets, ouais, voilà, c'est des sujets... sujet d'actualité aussi, donc ça aide, cette sujet d'actualité. Un personnage qui est pas mal apprécié par le public français en plus. Donc ça parle, ça tire la curiosité. De valeurs très fortes, et ça a bien scindé aussi, tu vois, il parlait de l'école, de la vision qu'il avait de l'éducation. Donc c'est clair que c'est des sujets qui sont d'actualité, mais qui scindent. Tu pourrais parler du vaccin, ça serait la même chose. Et non, mais c'est intéressant de voir aussi que ce format de vidéo, tu vois, les formats courts, moins de 2 minutes,
Exactement. Ça marche aussi pas mal. C'est hyper intéressant. Bon, il est 21h10. Moi, je te propose Allez, on y va. qu'on commence tranquillou. Allez. Avec une petite introduction, comme j'aime bien les faire, petite introduction au flot de l'histoire. Donc, bienvenue à bord Moussaillon, bienvenue à bord du flot de l'histoire, je suis le capitaine Romain Rivière, c'est pour ça que j'ai un petit chapeau. Ah, bonsoir nos cacao, ça fait plaisir de te voir, petit mousse, Salut, petit marin d'eau douce. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le flot de l'histoire, c'est un petit peu le podcast qui traverse les océans quand le vent lui sont favorables, qui traverse l'espace et le temps. Et aujourd'hui, en fait, j'ai décidé de faire cet été, tous les mercredis à 21h, des petits hors-série consacrés plutôt au business, à l'entrepreneuriat, comment créer une entreprise éthique et durable. Donc là, on est au quatrième podcast live consacré à la communication, comment réussir sa communication en remettant l'humain au centre. Si t'as pas vu les trois autres précédents, je t'invite à aller sur... pour l'instant, il n'y a que le premier qui est en ligne. Il est disponible en version podcast sur le flot de l'histoire ou en version YouTube sur le flot de l'histoire. Donc tu peux aller revoir le premier. Le prochain, le numéro 2, arrivera lundi prochain. Donc plutôt, le premier était consacré à comment écrire un livre. Le deuxième était consacré à comment créer un business humain. Et le troisième, c'est comment être aligné avec ses valeurs dans son activité. Et aujourd'hui, comment réussir sa communication. Donc voilà, donc si t'aimes le flow d'histoire aujourd'hui, tu m'écoutes en version Twitch, tu peux follow la page, ça fait super plaisir, c'est gratuit, et en plus ça m'aide à me soutenir dans ma quête des 50 followers. Si t'écoutes cette version podcast, parce que du coup ce live sera retransformé en podcast, tu peux mettre un petite étoile et petit commentaire sur Apple Podcast avec note de 5 étoiles, ça ferait trop plaisir et ça m'aiderait, c'est aussi gratuit, c'est super top. Et en plus, tu peux aller mettre un petit pouce bleu sur la version YouTube de l'épisode, ça ferait trop plaisir. Et si tu es d'humeur en plus généreuse, tu peux rejoindre l'équipage pour soutenir le podcast parce que le podcast est indépendant, il n'y aura aucune publicité. Et du coup, j'ai besoin de ton soutien pour développer ce projet, tu peux le faire sur Patreon. D'ailleurs, merci à Claire qui est devenue matelot du flot de l'histoire. Donc merci encore à toi pour ton soutien. Et tu es la première de membre de l'équipage. Voilà. Bravo Claire. Merci à toi, ça fait trop plaisir. Donc sans attendre, on va commencer cet épisode live avec notre ami Sébastien, qui est un créateur de contenu de génie, maître des carousels LinkedIn, des carousels rouges, et en plus co-créateur de La Vague, une communauté d'entrepreneurs francophones la plus barrée du web. Donc si vous voulez entreprendre sur le web, je vous conseille vraiment d'aller vous renseigner. C'est vraiment un super truc. Une super activité, super rencontre d'entrepreneurs avec des valeurs fortes, consacrées comme c'est hors série, à l'éthique, au durable et à la bienveillance. Donc bienvenue Seb dans ce flow d'histoire. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Et qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur toi en quelques mots? Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Mon parcours, peut-être vous parler vite de mon parcours. Je suis passé par le salariat très rapidement, on va pas s'étendre, mais passer par on va dire un burn-out, se faire virer, vivre dans un squat et décider de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est comme ça, entre autres, que j'ai découvert la communication digitale surtout, qui est hyper intéressante. Parce que tu vois, pour moi, la communication digitale, j'ai envie de dire que déjà, elle est nouvelle. Je la trouve hyper nouvelle parce que c'est des trucs qu'on découvre. Tu vois, les réseaux sociaux, c'était pas... on n'avait pas toujours eu ça. Et surtout, ça permet de casser pas mal de barrières. Putain, le chien. Ah bah ça, les chiens, on avait prévu. 4 chiens, ça fait du bruit. Ouais, c'est ça. Mais non, ça m'a pas mis en fait la communication digitale. Je me suis d'abord spécialisé sur LinkedIn. Créer un petit peu des carousels, c'est vrai que j'ai fait ça. Il était très sympa les carousels. Pas mal ça, c'est d'ailleurs ça qui m'a fait décoller. Mais voilà, comprendre comment les gens fonctionnent aussi sur les réseaux sociaux, par quel processus de pensée ils passent, tu vois, tout ça, ça m'intéressait vachement. Je trouvais ça hyper passionnant. Et comment s'en servir pour après accompagner les gens, leur transmettre tout ça, leur permettre de vivre de leur passion aussi à travers ça, parce que tous les réseaux sociaux sont des canaux de communication. LinkedIn en est un super, et qui est d'ailleurs trop sous-exploité. On pense toujours à Insta, éventuellement TikTok, mais LinkedIn aussi est très très fort. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et après, j'ai rencontré donc, du coup Kevin Will, que vous connaissez, qui est mon associé à La Vague, avec qui on a fondé cette famille d'entrepreneurs, voilà, cette famille qui se serre les coudes pour ensemble avancer avec de belles valeurs humaines et percer dans l'entrepreneuriat, quoi. Vivre de sa passion. C'est super, c'est une super expérience. T'es quand même parti de tout en bas, on va dire, avec ton expérience de squat, pour arriver à décoller, t'en sortir. Ça fait preuve d'une grande volonté. Et c'est là que j'ai découvert les chiens, d'ailleurs. Ouais. C'est là que je les ai rencontrés. Donc ça, c'est quand même admirable, c'est quand même un beau parcours. Donc félicitations à toi d'ailleurs d'avoir su surmonter cette épreuve, parce que c'est pas facile. Donc ça, c'est vraiment top. Et du coup, qu'est-ce qui t'a permis de t'en sortir justement? Est-ce que c'est la communication? Est-ce que c'est les réseaux sociaux justement ou
Les deux, tu vois, la communication, elle peut se faire dans plein d'endroits. Ça peut être de la pub, mais ça peut être sur les réseaux sociaux ou quoi. Moi, c'est vrai que j'ai commencé, je pense que c'est bien de commencer avec une spécialité aussi, de mettre ses billes là où on est le plus à l'aise, le plus fort. Donc, j'ai commencé sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, clairement, ça m'a permis, tu vois, au départ, je m'attendais à rien. J'avais 6 mois de chômage et je m'étais dit, bon, il faut que. C'est le chômage espagnol en plus. Donc, c'était, je pense que sur 6 mois, je sais même pas si j'ai touché. J'avais touché 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros, 800 euros, 800 euros. Ouais. Est-ce que t'entends le chien? Je suis désolé. Bon, on est prévu, hein, ça donne un petit peu de cachet au live, du coup. Ça va être rigolo. Là, c'est cosy, c'est à la maison. C'est à la maison, c'est ça. On a dit c'était ambiance chill, on est deux entrepreneurs qui discutent ensemble, qu'on a arrêté un petit café, Et une on petite travaille bière. de chez nous ou pas? On est chez nous, on est à la maison. Donc c'est ambiance maison. Mm. Comme dit, t'es fondateur d'une famille. Du coup, c'est la famille, on est en train de discuter entre deux frères. Exactement, exactement, c'est l'apéro, c'est à la maison. Mais C'est ça, il était non, payé à la c'était- paella, Nokia. De quoi? Nokia Payer à la qui nous- paella, ouais, C'est payer à la ça. paella, c'est ça, quasiment. Payé en paella. Ah, c'est Mais pas très rentable, hein. Mais moi, ça nourrit. c'est ça. Mais j'avais 6 mois, tu vois, de chômage, donc ça faisait une deadline aussi, tu vois. Ouais. Et donc, je savais qu'au bout de 6 mois, il fallait que j'ai des premiers revenus. Et pour autant, j'ai tardé, je pense, 4-5 mois avant d'avoir mes premiers revenus. Mm. Pas tellement parce que c'était pas possible, mais parce que j'y croyais pas. Ouais, c'est ça. C'est important, ça, de croire en soi pour avancer, hein. C'est une croyance limitante aussi. Bien sûr. Attends, je te... Ferme-la. Voilà, les aléas du direct. Les bons C'est aléas ça. du direct. On va lui mettre une muselière. Non, pauvre bête. Elle est gentille. Enfin, voilà. Donc, du coup, voilà comment je suis arrivé à l'entrepreneuriat. Et je me rappelle les premiers mois, tu vois, j'avais même des gens qui me demandaient comment ça se passe sur LinkedIn, est-ce que tu peux m'accompagner? Je suis prêt à sortir la carte bleue. Et ça m'avait pas fait de déclic, tu vois. Ouais, ok. Je m'étais pas dit, ah ouais, je peux le monétiser par croyance limitante, c'est par peur de demander de l'argent aux gens. Alors qu'on a tous le droit de vivre de notre activité. Attends. Ah ouais. Oh là, ouais, il a même son petit gilet au cas où il sort dehors, quoi. C'est un gilet jaune. C'est Il a un gilet jaune. C'est le chien gilet jaune. Ok, t'es démasqué, t'es gilet jaune maintenant, on le sait. On le sait. Enfin, voilà. Mais les réseaux sociaux, ça a été vraiment ma porte d'entrée dans l'entrepreneuriat. Ouais. Ouais, ok. Pour me faire connaître, pour dégager cette réputation Ouais. et gagner en expérience, en notoriété. Aujourd'hui, c'est clair que ça me permet de. C'est 100% de mes revenus quoi, qui viennent des réseaux sociaux. Ok. Et qu'est-ce qui t'a fait passer de zéro à ton premier revenu du coup? C'est ta communication sur les réseaux? C'est ta présence? C'est ta personne, ton branding? Ouais, alors moi, ça faisait. Tu vois, je me suis lancé officiellement, ça faisait déjà 5 mois que je communiquais sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, c'était les graines que j'avais plantées depuis 5 mois qui arrivaient. Quoi. On peut avoir des résultats plus rapides sur les réseaux sociaux et la création de contenu, même si ça reste toujours c'est un truc long terme. Donc oui, ça a été complètement ma création de contenu, l'image que je dégageais, les valeurs qui étaient avec aussi, hein, parce que moi je voulais vraiment être sans bullshit, vraiment être très honnête, très direct. Et c'est ça qui a attiré les personnes, c'est ça qui a fait qu'ils ont voulu travailler avec moi plutôt qu'avec d'autres. Et la confiance, quoi. Du coup, ouais, ça m'amène à un point hyper intéressant sur ça, c'est sur les valeurs. Quelle importance t'accordes aux valeurs dans la communication? Mais c'est complètement central, complètement essentiel. La communication, tu vois, pour moi, c'est aussi marquer les esprits, faire passer le bon message aux bonnes personnes au bon moment. Et de la même façon que, tu vois, dans le lycée, tu auras les gens, on ne sait pas trop qui c'est les inconnus, tu vois, hein, des gens qui vont passer à travers. Et tu as les gens populaires qu'on va savoir qui c'est, ils vont directement marquer les esprits et on va directement savoir associer les valeurs avec, savoir qui ils sont. Et c'est ça, en fait, la communication, c'est permettre de marquer les esprits et qu'on sache directement t'identifier et qu'on ait directement aussi un sentiment qui vienne avec. Tu vois, qu'on sache si tes valeurs correspondent ou pas. Hein, tu vois, c'est pas plaire à tout le monde. Hein. Ah non, il faut pas plaire à tout le monde justement. Je pense que c'est une erreur qu'il y a souvent dans des entrepreneurs de vouloir plaire à tout le monde. C'est une erreur. Et du coup, ils plaisent à personne, ils trouvent pas leur cible, ils trouvent pas leurs clients. Je pense que c'est intéressant. Et du coup, il y avait une question de No Cacao en même temps qui va dans ce sens. As-tu travaillé ton personal branding avant de te lancer sur LinkedIn? Pas vraiment. Pas vraiment, parce que si tu veux, j'avais commencé sur LinkedIn quand j'étais employé, j'étais encore employé. Et vraiment, je faisais des tests, je testais qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce que les gens aimaient, avant de tester mon personal branding. Le personal branding, je l'ai travaillé, non, petit à petit, ça a été arrivé dans le temps.
à trouver ma façon de faire. Voilà, trouver qu'est-ce qui me correspondait aussi. J'aimais les visuels, j'aimais faire des trucs différents. Et, petit à petit, je suis arrivé aussi vers la couleur rouge, parce que je me suis dit que le rouge était très peu présent sur les réseaux sociaux. Ouais. Ils sont tous bleus, tu vois. Ça marque aussi le rouge. Le rouge, c'est une couleur qui Ouais. retient l'attention. Quand tu défiles un fil sur l'actualité, je sais pas si tu l'as choisi pour ça, mais moi je trouve que ça retient vite l'attention. On est tous captivés par le rouge. Ah, mais complètement, ça a été fait. J'ai fait tout simplement, je me suis dit, ok, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, LinkedIn, les logos sont bleus. C'est pas choisi par hasard non plus, tu vois, c'est la psychologie des couleurs aussi. Le bleu, c'est couleur de la confiance. Pour ça qu'il y a beaucoup de boutons de paiement, tu sais, sur les sites web qui sont en bleu aussi. Et du coup, je me suis dit, putain, je vais à la contresens. Et le rouge, c'est une couleur qui a double tranchant, tu vois. Ça peut être la passion, l'amour, la force, la puissance, mais ça peut être aussi le danger. Ouais. Et j'avais hésité, je me suis dit, putain, c'est quoi, ça va détonner sur un fil d'actualité. Mais c'était un des tests parmi tant d'autres. Parce que j'ai testé aussi du orange vif, j'ai testé... Voilà, je pense que c'est ça aussi, on ne trouve pas sa ligne éditoriale, sa charte graphique du jour au lendemain. Je pense qu'il faut arrêter de croire que tout sera parfait d'un coup, tu sais. Et je pense que c'est pour toi, c'est pareil, hein. Tu as fait la même chose, tu as fait plein d'ajustements pour trouver ta charte graphique, etc., pour trouver ton ton, enfin, même ton titre sur LinkedIn. Je sais que ça a changé beaucoup entre Plumétique, maintenant c'est quoi, je sais plus ce que c'est. T'as toujours Plumétique, t'as gardé Plumétique? Ouais, je l'ai gardé Plumétique, mais il est plus en avant, il est un petit peu derrière maintenant. C'est ça maintenant, j'ai remis auteur et podcasteur en avant parce que c'est le truc principal. Ouais, mais je pense que c'est important de dire à ceux qui veulent se lancer, c'est normal que ça soit pas parfait. Et même à ceux qui se sont déjà lancés, c'est normal que ça soit pas parfait. Et c'est normal que vous allez faire des ajustements après. C'est tout l'intérêt. Et c'est là, je pense aussi, où se fait la différence entre les bons et les très bons. C'est que ceux qui veulent être très bons et qui s'en sortent très bien sont ceux qui sont prêts à faire des petits ajustements continuellement, se remettre en question continuellement, à tester de nouvelles choses. Et la communication, ça part de ça aussi. C'est tester, analyser, répéter, enfin, corriger, répéter, quoi. Ouais, analyser, c'est important. Mais moi, il y a un mantra que j'ai justement qui corrobore ce que tu dis, c'est vaut mieux fait que parfait. Je pense que c'est important parce qu'il y a un conseil qu'on me donne souvent et quand à chaque fois je discute avec des entrepreneurs, j'invite des entrepreneurs, il y a un son de cloche qui revient vraiment en permanence, c'est il faut se lancer, il faut faire, il faut passer à l'action. Mais c'est ça. Et le plus difficile, c'est de passer de l'état d'inaction à l'état d'action. Il faut trouver comment se mettre en action. Et ça amène à un concept qui est hyper intéressant sur ça, c'est comment se mettre à l'action. C'est l'état de flow et de flux, trouver son état de flow et de flux, je sais pas si tu es d'accord avec ça, pour être dans la meilleure condition pour lancer. Son état de flow et tu m'as dit? Ou de flux, je sais pas si tu connais ce concept. De flow, ça me parle, de flux, ça me parle pas trop. Bah, flux, c'est la version française de flow. Ok, bah, de flux / flow, ok. Ouais, c'est ça, flow / flux. Ouais, cet état où on est aligné, quoi, on va dire, on en trouve presque cet équilibre. C'est ça, ouais, l'état où tu es dans ta meilleure phase de créativité. Je sais pas si tu as vu le film Soul, par exemple, qui est un film génial justement sur ça. Ah non, je l'ai pas vu. Eh ben, je t'invite vraiment à le voir, c'est un film qui met vraiment en avant cet état-là, où on est dans son état de créativité intense, et quand on réunit ces conditions-là, on est capable de faire tout en fait. Si t'es pianiste, tu vas créer tes partitions de façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. Si t'es graphiste, tu vas faire tes logos de façon beaucoup plus simple, fluide. Voilà, est-ce que tu as besoin de musique? Est-ce que tu as besoin de tes meilleurs travailler le matin? Est-ce que tu es meilleur travailler le soir? Est-ce que tu as besoin d'un chocolat chaud? Je sais pas, n'importe quoi. Est-ce que tu as besoin de ta musique? Mais ça, tu vois, ça parle d'introspection. Ouais. C'est tellement important de savoir bien se connaître. Les gens qui réussissent le mieux se connaissent parfaitement. Clairement. Mais vraiment, se connaître, c'est pas connaître que ses qualités, c'est connaître ses défauts aussi, les voir en face et les assumer. On n'est pas parfait et c'est très bien, mais il faut se connaître. Il faut se connaître. Il est en train de casser son micro, les joies du live. Son micro qui part en cacahuète. C'est le chien qui emporte le micro ou... C'est ça, il est trop gros. Il est trop gros ce chien. Il faut le raccourcir un peu pour qu'il prenne moins de place. Je vais le raboter. Tu vas le raboter un peu. Non, mais c'est vrai, se connaître, c'est trop important. C'est trop important pour continuer à progresser sans cesse et parce que même, est-ce qu'on te connaît vraiment jamais, tu vois? Est-ce que c'est pas une quête de tous les jours? Moi, c'est vrai que on parle souvent de s'entretenir, tu vois souvent dans les routines d'entrepreneurs le matin. Ils partent toujours faire leur sport et tout. Mais même, je pense qu'on parle pas assez de l'importance de se connaître. Donc c'est vrai qu'ils parlent souvent de faire des journaux, tu sais, écrire. Ça, je pense que c'est un super moyen aussi. Hein, ouais. Pour mesurer le chemin accompli, pour te connaître, pour se mettre face à tes défauts, faire un journal intime. Putain, moi, j'aurais jamais pensé que je ferais un journal intime, tu vois. Je me suis dit, mais je suis pas une fille de 12 ans, tu vois.
Et non, c'est hyper puissant. Hyper puissant, prendre soin de ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, moi, j'ai aucun problème à le dire, je vais voir une psychologue une fois par mois. Ouais. Pour moi, je prends soin de mon corps, je vais à la salle de sport, etc. Je fais du sport autant que faire se peut. Mais je pense que c'est aussi important de prendre soin de ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Je pense que c'est hyper important de se connaître soi-même. Tu as dit que c'était une quête constante. Bah moi, je suis un petit peu d'accord parce qu'on évolue en tant qu'être humain. Ce qui s'est passé, nos objectifs de la veille ne sont pas nos objectifs d'aujourd'hui, ne sont pas les objectifs de demain. Donc, je pense que moi, je suis avec des plans en fait, mettre des plans sur 3 à 6 mois pour voir, pour se relever et les découper en plus petits objectifs. Par exemple, tu mets un plan sur 3 mois, tu vas le découper au mois, puis aux 2 semaines, et à chaque fois, bah, tu te félicites une fois que tu as réussi ton objectif, et après tu passes à la suite. Ça permet d'avoir des. Au lieu de gravir une montagne, bah, tu as des petites collines à gravir à chaque fois, et c'est beaucoup plus simple. Et je pense Et que puis, c'est tu as la important. récompense, tu sais, à chaque fois que tu l'as franchi, Ouais. tu as cette. Ouais, je suppose que je sais pas encore comment ça se passe, mais l'endorphine, sûrement, qui se libère aussi à chaque tâche que tu fais, quoi, que tu accomplis. Donc, ça permet de te tenir le coup. Et je pense que c'est important dans une communication, on n'a pas encore parlé, mais de la stratégie de communication, justement, dans cette optique de mettre un plan. Je sais pas si toi, tu avais quelque chose de défini, comment tu définirais la stratégie de communication, la mettre en place. Alors, pour être honnête, au départ, j'ai beaucoup bricolé. Il faut bricoler. Mais je pense que c'est ça aussi, être autodidacte, tu vois, c'est faire les moyens du bord, les connaissances que tu as, et avancer comme tu peux. Je pense que c'est important d'avoir une vision. Ouais. Une vision et savoir où tu veux aller. J'aime beaucoup les rétro-planning, tout ça. Comme tu dis, hein, voir à 3 mois, à 6 mois, etc., où tu veux aller. Alors souvent, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, l'objectif, c'est de survivre. Déjà, c'est un bon objectif d'avoir assez de thunes pour survivre. Mais je pense aussi que la communication, les stratégies de communication, les stratégies en général, stratégie digitale, mais même voilà, pour un business, ça t'apprend beaucoup la patience. Parce que je sais pas si tu es adepte de ça aussi, de faire des listes, etc., de voir où tu vas aller, et tu as l'impression qu'une fois que tu as fait la liste, c'est bon, tu es déjà arrivé en fait. Et non, il y a du chemin, et c'est tout aussi kiffant, mais il faut prendre le temps de le faire, quoi. Et moi, c'est un truc sur lequel je pense que j'ai beaucoup appris, et j'ai encore beaucoup à apprendre sur ça. C'est juste, ok, tu as marqué toutes les étapes que tu veux faire pour arriver à ton objectif, maintenant, fais les étapes, quoi. Cours le marathon. Juste, c'est pas juste le visualiser, quoi. Bah, clairement. Et du coup, toi, qu'est-ce qui t'a fait à te lancer directement? Tu parlais tout à l'heure que tu avais plusieurs objectifs, tu avais plusieurs possibilités. Qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé sur LinkedIn, sur la stratégie de communication? Pourquoi ce choix-là en fait? Parce que c'était LinkedIn que je connaissais le mieux, que je maîtrisais Ok. le mieux. Et je me suis dit, je sais plus le concept économique de quel mec c'est. Je sais pas si c'est Smith qui dit qu'il faut se spécialiser, que chaque pays doit se spécialiser. C'est Ricardo. C'est qui? C'est Ricardo. Adam Smith est la main invisible. Ok, donc c'est Ricardo, c'est ça? Et, Avantage comparatif. Et du coup, La théorie des avantages comparatifs de Ricardo. ok, je te fais confiance. C'est certainement mieux qu'avec moi. mais en gros, c'est ça, tu vois. En vrai, j'avais ça en tête en me disant par quoi je commence. Mais je commence par là où je suis bon, tout simplement. Et là où j'étais bon, c'était LinkedIn parce que je testais des trucs, je connaissais bien, tu vois, je savais faire des likes. Alors, je vais aussi arriver là sur ça. Faire des likes, c'est pas faire de l'argent, mais je comprenais qu'est-ce qui pouvait marcher. Et j'ai testé, j'ai fait pas mal de tests. Je me rappelle que le premier mois où je me suis lancé, j'ai un copain qui a une agence de com aussi. On avait créé un challenge. C'était en décembre, donc c'était le challenge calendrier de l'Avent. Comment ça s'appelait? Challenge de l'Avent ou un truc comme ça. Donc on s'est dit, on va publier tous les jours. Parce que aussi, c'est ça. Je pense qu'au début, quand on veut se lancer, faut pas aller faire la demi-mesure. Faut pas avoir peur de passer pour un con. Tu passeras autant pour un con à rien foutre. Donc vas-y, fonce et plante-toi. Plante-toi si tu veux pousser derrière. Donc voilà, ça a été comme ça. J'ai publié pendant tout le mois de décembre 2019, du coup. J'ai pu en tirer pas mal de trucs. J'ai continué un petit peu sur la même ligne directrice le mois de janvier, février. Et après, je me suis dit, ok, en fait, ça fait 3 mois que j'y suis. Ça décollait pas mes chiffres. C'était trop peu. J'étais trop en relation, on va dire, avec les créateurs de contenu, mais pas assez avec les personnes qui pouvaient être, on va dire, grand public, qui pouvaient m'intéresser. Et donc, j'ai commencé à me dire, prendre des risques. Entre guillemets, tu vois, c'était pas du tout des risques, mais c'était faire des trucs, en fait, qui changent. Des trucs, des contenus qui soient pas comme tout le monde. Parce qu'on se pense tous uniques, mais en fait, on fait tous les mêmes choses. Et ça s'est passé par ça, quoi. Ouais. Tenter à faire des nouveaux contenus. Et après, une fois que j'ai eu ça, une fois que j'ai compris que je pouvais faire de l'argent, y aller, foncer, oublier que c'est quoi? Oublier que t'as aucune chance, c'est fonce. C'est fonce, ouais. On m'a mis une citation tout à l'heure, c'est t'as aucune chance, saisis-la. Elle est géniale. Voilà. Elle est géniale. Mais c'est ça.
Bah, c'était mon interlocuteur du premier live qui me l'a sorti. Du coup, c'était drôle. Il a sorti juste Mais la citation de Jean-Claude Duss juste avant, c'est ça. justement. Et plus après, il m'a sorti celle-là. Je fais ok, ça c'est vraiment des mantras que j'aime beaucoup. Je pense qu'ils sont importants. Mais tu vois, je pense même qu'être entrepreneur, c'est comme être parent. Mhm. Tu vois, les gens disent, tu sais pas ce que c'est être parent avant de faire un enfant, quoi. Ouais. Tu apprends sur le tas. Et je pense qu'entrepreneur, tu peux bien sûr avoir des outils, et comme être parent, tu peux lire des bouquins à droite à gauche, mais tant que tu n'es pas dans l'action et que tu n'es pas confronté à la réalité, au réel, tu peux pas comprendre. Et donc, du coup, c'est hyper nécessaire de passer à l'action parce que moi qui suis, je dirais pas que je suis cérébral, mais j'aime bien tout planifier. Et à vouloir trop planifier, ça m'a pris peut-être 7 ans avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Ça m'a pris peut-être 7 ans, tu vois, à bouffer des vidéos à droite à gauche, à lire des articles, tout ce que tu veux, des bouquins. Et j'arrivais pas quoi, à me lancer parce que j'avais peur. Mais pendant ce temps, il y a des gens qui étaient moins compétents que moi, qui eux se sont lancés et qui ont eu des résultats, quoi. Mais c'était quoi le déclic qui a fait que t'es passé de je bouffe des vidéos, je consomme des formations, à je me lance et là j'y vais, je me dis c'est bon, ça va le faire quoi. Alors, il y a eu la deadline du chômage. Ouais. Je me dis, dans 6 mois, il faut que j'ai quelque chose, tu vois. Et après, il y a eu aussi un appel avec Kevin, donc qui est maintenant mon associé à la Vague, qui en gros, il m'a appelé pour savoir pour qu'on échange un peu des tips. Sur LinkedIn, il m'a dit, ok, et combien tu fais d'argent grâce à LinkedIn, quoi. Et je lui dis, mais zéro, moi, j'aide des gens, quoi, bénévolement. Et il a explosé de rire. Ah bah ça ouais. Et là, Kevin, moi, ça m'a fait un électrochoc. Il m'a dit, mais si tu faisais 10 000 euros par mois, j'aurais dit ok. Et je me suis dit, 10 000 euros, mais il est con celui-là ou quoi? Avec LinkedIn. C'est ça. Et en fait, je me suis dit, tu vois, c'est voir aussi les choses de nouveaux prismes, de nouveaux angles. Et je me suis dit, ah merde, il y a peut-être un truc à faire, quoi. Et du coup, à partir de là, ouais, je me suis dit, on y va, on fonce, et t'apprends, quoi. T'es pas parfait, voilà, t'es pas parfait, t'apprends. Ok. D'ailleurs, si vous avez des questions pour Seb, n'hésitez pas à les poser, hein. On est là pour ça aussi, pour répondre à nos questions à nous, mais on est là aussi pour répondre à vos questions. Et du coup, moi j'avais une question. Du coup, tu as dit que tu avais réussi à décoller à un moment donné. Est-ce que c'est le fait d'avoir mis tes valeurs, parce que tu es quand même adepte du on remet l'humain au centre, est-ce que c'est le fait que tu as mis ça en place qui a fait que tu as décollé, ou c'est autre chose qui a fait que tu as décollé dans ta communication? Deux choses, ça a été le fait que je me sois réinventé graphiquement, Ouais. que j'ai pris le risque d'aller à contresens aussi, là où tout le monde joue la sécurité, et la plupart des gens jouent la sécurité. Tu te rends compte qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu, enfin il y en a pas mal, mais il y a peu de créatifs. Vraiment. Et je dis ça sans me jeter des fleurs parce que il y a des gens beaucoup, comment on dit, bien meilleurs que moi, des designers, tu vois, des trucs comme ça, qui ont des compétences mais 1000 fois meilleures que moi. Mais il y a peu de gens qui prennent des risques et qui créent, qui prennent le temps de tenter de nouvelles choses. Tu te rappelles, j'avais fait une sorte de roulette russe pour Ah oui. quel format publier. Ouais. Bah, tu te rappelles l'anecdote sur ce format-là ou pas? Mais c'est là où tu t'es lancé. C'est là où que j'ai lancé ce projet du Flow de l'Histoire de podcast. Et on est là aujourd'hui dans ce live grâce à cette vidéo, ce petit gif où t'avais une petite roulette russe où tu cliquais et ça disait lequel post t'allais faire. T'avais podcast, t'avais carousel, t'avais vidéo, t'avais audio, t'avais texte, t'avais plein de trucs. Et moi j'ai cliqué au hasard et véridique, hein, j'ai cliqué, je me suis arrêté, ça m'a dit podcast. Et le lendemain, j'avais créé la bande-annonce du podcast et j'avais commencé la charte graphique. C'est ouf. Comme quoi, c'est des détails et tu peux avoir des influences sur des personnes. C'est ça. Et on est là aujourd'hui grâce à ça. C'est assez. Le monde est petit, il faut peu de choses en fait. Il y a des corrélations qui se font. Ouais. Et ça, pour la petite histoire, je l'avais vu en fait sur des sites, sur des pages Facebook de type, tu sais, des sports. Il y en a un qu'on va étrangler, un chien. Et pour terminer sur cette anecdote, c'était vraiment. C'était comme Seb, je voulais pas me lancer. Ça faisait 6 mois que je pensais à ce projet du Flow de l'Histoire, à ce projet de podcast. Et c'est en voyant son post, en cliquant sur son post, que je me suis dit ok, je me lance. C'était la petite motivation, la petite goutte de motivation qui m'a fait que ok, je vais le faire. Et je le fais. Le lendemain, j'avais créé la bande-annonce, j'avais commencé à rédiger un petit peu le wording du projet, j'avais commencé à regarder comment le faire, à créer une page, à l'ajouter sur mon profil LinkedIn, à faire la liste de tous les invités que je voulais avoir dans mes épisodes, la liste de tous les sujets que je voulais traiter, les démocraties, la liberté, les énergies, les excès. L'éducation, qui sera d'ailleurs les prochains thèmes des prochains épisodes. Donc ouais, les excès, c'était vraiment, ça tient un peu de choses. Il y a des petits ajustements qui se font comme ça et faut saisir les opportunités et se lancer, tout simplement. Exactement, tout à fait d'accord avec toi. Et ouais,
pas se mettre de barrières, parce que les plus grosses barrières, c'est nous qui allons nous les mettre. Ah, c'est ça, ouais. Croyances Ça, limitantes, hein, on en parle assez souvent. Hein. D'ailleurs, il y a quoi comme croyances limitantes dans la communication? Quelles sont les barrières que tu as rencontrées dans la communication et qu'il faut lever? Je pense qu'on a dit une première, c'est croire qu'il faut plaire à tout le monde. Mm. Il y a cette... Ah, c'est ça aussi, c'est qu'il y a vraiment cette peur, c'est du bad buzz. Ouais. C'est un truc que je me suis rendu compte, les gens ont peur, et surtout sur LinkedIn, en se disant, putain, c'est un réseau pro, j'ai pas le droit de me foirer. Mm. Et alors déjà, le bad buzz, est-ce que ça existe vraiment, tu vois? J'en ai fait un, je pense que c'est un bad buzz, mais Ouais. ça m'a fait vraiment rire. C'est quand j'avais dit, c'était mon gros carrousel, c'est un mes plus gros posts, je pense, en termes de visibilité, où j'avais dit je suis consommateur. Et j'avais Ok. donné 5 entreprises, des grosses entreprises, à boycotter. Et là, je me suis fait lyncher par des membres de CEO des entreprises en fait qui sont venus sur le post Ah ouais? pour me taper sur les doigts. Et ce qui était Non. vraiment drôle, c'est qu'à un moment donné, il y a des journalistes qui sont venus en fait pour me dire que ce que je disais c'était la vérité. Pour tailler les membres du board des entreprises. Que ceux qui disaient quoi? Que ceux du les Bon, CEO en fait, qui disaient... je peux t'en citer plein des entreprises. Il y en a une, par exemple, je me rappelle, c'était Lactalis. J'avais dit qu'ils mettaient des conditions déplorables pour les agriculteurs et pour le personnel agricole, où ils les payaient une misère quoi, à lance-pierre. Et du coup, il y a une journaliste, il y a un mec de Lactalis qui est venu me défoncer en me disant non, mais c'est pas vrai, nous on fait des produits de qualité, on rémunère bien les gens, blablabla, blablabla. Et il y a deux journalistes qui sont venus après pour mettre sur le post un commentaire en disant on a assisté à une rencontre entre les agriculteurs et Lactalis, et Lactalis les a pris pour des cons, on leur a donné que des miettes. Putain. C'est ouf. Ils viennent faire la leçon, bon bref. Voilà, c'est ça. Mais Donc ouais, c'était un post, ouais, c'était un gros bad buzz parce que je me suis fait lyncher par plusieurs personnes là-dessus. Mais au final, franchement, moi ça parce donnait que beaucoup de c'était visibilité. un clivant, c'était un Ouais, sujet clivant aussi, quoi. c'est ça. Ouais, bah, mon sujet sur Amazon aussi. Oui, Qui, ça, je m'en rappelle très bien. qui avait bien pourquoi j'avais utilisé Amazon comme plateforme à un moment donné. Donc c'est des sujets qui sont clivants, mais du coup ça donne de la visibilité aussi, donc c'est intéressant. Après, il faut savoir l'utiliser, faut aussi être costaud moralement et énergétiquement pour assumer, parce que tu peux avoir Oui, des propos hyper violents, avoir plein de commentaires négatifs, être bien sûr. diligent avec les gens aussi, ça peut être moralement difficile de répondre à ce genre de commentaires aussi. Mais moi, j'aime les réseaux sociaux, alors, et je les déteste pour la Ouais. raison, c'est que pour moi, les réseaux sociaux, c'est comme avoir des conversations avec des Merci gens le cacao. alcoolisés. Tu vois. C'est qu'ils ont plus de filtre. Donc, ce qui peut être très bien, parce que du coup, tu peux voir très bien ce qu'ils ont dans la tête et très bien identifier leurs besoins et leur parler directement au cœur, tu vois. Mais d'autre côté, les gens, ils croient aussi qu'ils sont anonymes sur Internet Ouais. et qu'ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent et que du coup, ils peuvent se permettre beaucoup de choses. Moi, pareil, enfin, j'ai fait un post il n'y a pas longtemps, il y a 3 semaines sur ça. Des insultes que j'avais reçues suite à un post qui était, mais en plus, pas du tout polémique, sur comment on prononçait LinkedIn. Ah, et quand voilà, j'ai reçu des LinkedIn, insultes. LinkedIn. C'est ça, c'est LinkedIn ou LinkedIn, voilà, LinkedIn. c'est simplement ça. Hein. Mm. Et un petit vote, et les gens qui me disaient, on dit fils de, hein, on dit nique ta mère, voilà. C'est sûr pour ça quand même, hein. C'est sûr pour ça. D'ailleurs, il y a une question de No Cacao en même temps qui fait sens avec l'anonymat, elle parlait du fait de ne pas se sentir légitime. Est-ce que Ouais, c'est aussi, je pense, une croyance limitante et un blocage qui peut être embêtant et puis qui peut empêcher de se lancer et puis de créer sa bah, communication, je pense. terrible, terrible, ouais, c'est clair. Mais beaucoup, hein, le syndrome de l'imposteur, on est combien à l'avoir non, non, c'est clair, pas se sentir légitime. Mais il faut pas oublier que tout le monde a commencé de zéro aussi. Tout le monde a commencé de zéro et tout le monde était imparfait au départ. T'apprends sur le tas, vraiment. Et je pense que c'est important de le dire et de le répéter. C'est que ça sera pas parfait au départ et c'est tant mieux. Et c'est justement les gens qui vont au-delà, qui osent voilà, se planter et qui osent continuer, persévérer derrière ça, qui vont progresser et qui vont sortir du lot. Les gens qui prennent pas de risques, ils restent au même endroit, ils font du surplace et ils restent invisibles sur les réseaux sociaux. Donc pas se sentir légitime, ouais c'est sûr, mais au départ, ça n'empêche que tu as une voix et qu'elle mérite d'être entendue et que la façon dont tu vas te dire les choses, donc les façons dont tu vas partager du contenu, etc., ta sensibilité, tes valeurs, elles vont forcément trouver un écho quelque part parce qu'on n'est pas complètement unique, ou en tout cas, on partage des valeurs communes avec plein de personnes. Et du coup, c'est hyper important de prendre conscience de ça, que sa voix, la voix de chacun, mérite d'être entendue. On a tous sa voix, j'aime bien dire ça souvent, VOIX et VOIE, il faut la trouver, Ouais. trouver sa voix. Et donc vraiment, Je suis la voix. tout le monde a sa place, quoi. Je suis la voix.
Celui-là, voilà. Mais tout le monde a sa place. Et tu vois, dans la vague, on a bien des profils tous différents. On est une cinquantaine d'entrepreneurs avec des profils hyper différents, des visions différentes, des passés différents, des expériences différentes, des domaines différents d'activité. Et tout le monde trouve un moyen de fédérer des gens autour de lui ou d'elle. Donc, pas se sentir légitime, c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait normal. Ne rien faire pour passer à l'action et pour changer, pour faire des choses qui en fait vont nous faire du bien, vivre de sa passion, ça c'est con. Ouais, c'est ma vision. Mais c'est normal. Enfin, je pense que toi aussi, quand tu lances, tu as dû te poser 1000 questions, te dire je peux pas. Toujours, on se pose toujours 1000 questions tout le temps en permanence. Hein. Je pense qu'il y a un entrepreneur qui te dit que tout va bien tous les jours, je le croirais moyennement perso. Oui, c'est ça. Et puis même quelqu'un qui fait, je sais pas, 100 000 euros par mois, il va se sentir légitime avec toi, mais peut-être aussi qu'avec des gens qui font 1 million, 2 millions, 3 millions. Voilà. Donc on est toujours le plus petit que quelqu'un, ouais. Que quelqu'un, ouais. C'est pas très français ce que je viens de dire. Oui, on est toujours, on a toujours des rapports. C'est pas une de la fontaine. Ouais, ça, voilà, on a toujours besoin d'être plus petit que soi, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est ça. Bah, c'est pas mal, c'était bien amené, c'était pas mal. C'était pas mal, c'est ça. On peut tourner comme ça. C'est pas littéraire. C'est sympa. J'aime bien ce petit parallèle. Moi, j'ai une question que j'aime bien. À quel symbole tu rattaches la communication, du coup? Est-ce que ça a une valeur particulière? Ça évoque quelque chose chez toi? Qu'est-ce que tu entends par symbole? Est-ce que c'est un symbole en dur que tu veux? Genre... Pour toi, qu'est-ce que ça t'évoque la communication? Qu'est-ce que ça représente la communication? Parce que c'est quelque chose on parle de société de consommation, on parle maintenant de société de communication. Donc c'est quelque chose qui est devenu important dans notre vie avec les réseaux sociaux, avec la surinformation, où le taux de l'attention est passé à 7 secondes, où les gens n'ont plus le temps parce qu'ils font que de scroller sur leur téléphone. Du coup, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour toi la communication? Moi j'ai un mot là qui me vient quand tu me dis ça, mais c'est parce que je l'associe beaucoup aussi à l'entrepreneuriat, mais c'est la liberté quoi. La liberté d'être soi, la liberté de plaire et de déplaire, mais la liberté de pouvoir dire ce qu'on veut et de ne pas tricher, entre guillemets. Et après, tu vois, souvent je trouve que c'est très humain aussi la communication. Tu peux pas bien communiquer si tu prends pas le temps de t'intéresser. Bon, on a deux questions. Je vais commencer par la seconde parce qu'elle a en lien avec ça. Est-ce que tu as le symbole du crabe? Ça c'est Nokia, c'est sûr. C'est ça. Alors déjà je suis Cancer, ça marche bien. Sébastien, comme une petite sirène. Donc oui, j'ai le syndrome du crabe. Et je pince. Tu pinces fort. Et on avait une deuxième question de Sarah qui nous disait, et tu as quoi comme client aujourd'hui? Est-ce que tu as que des clients qui sont alignés avec tes valeurs? Est-ce que tu as réussi à t'aligner avec tes clients? Ouais, maintenant c'est aussi... C'est sûr qu'au début quand tu te lances, il faut faire tes armes de toute façon. Ouais. Donc tu prends plus ou moins tout ce qui passe, tu brades aussi plus ou moins tes prix, on va pas se mentir. Mais je pense que c'est hyper important de savoir faire le tri. Faut aussi revenir à la base du truc, en fait, à la racine. Pourquoi on se lance dans l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est pour être un salarié freelance ou est-ce que c'est pour y aller, pour, dans mon cas, gagner en liberté, vivre de ma passion, enfin, travailler d'où je veux? Et donc, je ne peux pas travailler avec des gens qui me traitent comme un employé, je ne peux pas travailler avec des gens qui me traitent comme un sous-fifre, un con ou quoi. Donc, pour moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir la possibilité de faire le tri. Mais tout le monde a la possibilité de faire le tri aussi. Je pense qu'il ne faut pas non plus, comment dire, se prostituer, c'est peut-être pas le mot, mais tu vois, se rabaisser. Je pense qu'en faisant le tri, on attire aussi les bonnes personnes. Et j'ai un exemple d'une personne que tu connais, parce que je sais que tu as travaillé avec aussi, qui, les derniers temps où on travaillait ensemble, c'était fin mars, avait tendance à penser que voilà, c'était comment dire, qu'on connaissait tous le sujet. Elle avait tout trouvé, tenant et aboutissant. Et aujourd'hui, on a mis une pause aussi. Et voilà, c'est plus ou moins d'un commun accord. Hein, on s'était arrêté en très bon terme. Hein. Mais on n'avait plus les conditions l'un et l'autre qui correspondaient. Ouais. Moi, je savais que c'était trop considéré un petit peu comme un pion. Ouais, hein. Et aujourd'hui, on retravaille ensemble, mais on a remis les conditions à plat. Et voilà, c'est ça aussi, c'est que tu es entrepreneur pour imposer tes conditions. Tu travailles d'égal à égal avec le prestataire et tu n'es jamais un salarié, tu n'es jamais en dessous. Et je pense qu'il ne faut pas l'oublier, ça. Bah, tu soulignes un point qui est hyper important, je pense, c'est le point de tu es salarié, tu deviens freelance, tu es un petit peu un salariat déguisé où tu n'es pas esclave, mais tu décides pas toi-même de tes prix parce que tu commences, du coup tu es payé un peu, t'es un peu payé au lance-pierre au début et tu prends un petit peu tous les contrats et tu t'essouffles facilement.
Et après, tu as le statut où tu passes au statut supérieur, où tu deviens entrepreneur vraiment, où tu es ton propre patron, toi qui décides avec qui tu travailles. Et je pense que c'est cette étape-là qui est le plus compliqué à passer. Est-ce que toi, c'est ta communication qui t'as réussi à passer de l'étape de freelance, je prends un petit peu tout, je travaille avec un peu n'importe qui, et je deviens du coup entrepreneur et je travaille avec des gens alignés. Alors oui, mais je pense que ça vient avant tout d'un changement de mindset. Ouais, important. Ouais. C'est-à-dire être aligné avec, dire je veux être aligné avec moi-même. Je veux, pourquoi je fais ça? Et maintenant, il faut que je mette des actions qui soient cohérentes avec ça. Sinon tu te pointes. Les chiens aussi sont cohérents avec ça. Et après, forcément, tu as la communication qui en découle. La communication est beaucoup plus assurée, beaucoup moins, on va dire, timide, timorée. Et tu fais moins dans la nuance aussi, peut-être. Donc, tu fais peut-être le tri plus facilement. Tu vois, c'était moins ça, vouloir plaire à... Ça se sent aussi, je pense que ça se sent inconsciemment, vouloir plaire à tout le monde, froisser personne, offenser personne. Quand tu arrives et que tu assumes tes opinions, forcément, enfin, tes opinions, c'est pas, je te parle pas de politique ou quoi, mais même ton avis sur la communication, sur la vision que tu as d'entrepreneuriat et tout, je pense que ça fait pas mal un tri aussi. Ouais, la vision de ton activité, la vision de toi-même, la vision des gens avec qui tu veux travailler. Je pense que c'est important de communiquer sur ces genres de choses. Du coup, on a une autre question. Est-ce que tu arrives à leur faire prendre des risques en communication autant que pour toi? Ça, c'est intéressant, ça. C'est une question super intéressante. Ça, c'est très intéressant. Ça passe par la confiance, ça demande de créer une relation de confiance, clairement. Ça me prenait beaucoup de temps au départ, parce que je me positionnais comme une aide, on va dire. Une aide, parce que c'est des gens qui n'avaient pas les compétences que j'avais, et j'aidais. Maintenant, je me propose plus, pas comme des mains, mais comme un cerveau. Tu vois, comme quelqu'un qui va aussi être là pour la stratégie, etc. Donc, j'ai dit, moi, je sais ce que je fais, j'assume si ça marche pas. Donc maintenant, aujourd'hui, ouais, c'est plus facile pour moi de leur faire prendre des risques, parce que je leur fais comprendre aussi que si on ne prend pas de risques, on va finalement finir dans la masse. Et le but d'une communication, c'est surtout pas de finir dans la masse, c'est justement de sortir du lot. Donc, mais ça fait peur au départ, certains, tu sais, qui veulent faire... Quand je leur dis qu'il faut mettre du relief dans leur communication, tu vois, de la saveur, de la sangrée, quoi. Enfin du sang, quoi. Quelque chose qui soit différent. Qu'on puisse, en fait, quand tu construis une marque, c'est comme si tu montres sa personnalité. C'est comme un humain, il faut que tu montres plusieurs facettes, et il ne faut pas que tu sois lisse, quoi. Surtout pas lisse. Donc, une fois que tu fais comprendre ça, c'est plus facile à leur faire comprendre, ok, il faut faire les choses différemment. Le risque, c'est que tu passes à l'opposé, que tu dises, il faut faire des trucs tout le temps différents, tout le temps créatifs, tu vois. Il faut garder l'identité quand même. C'est ça. Et puis, tu peux pas trouver un truc, une révolution à chaque fois ce que tu fais. Donc... Et il y a quelque chose moi qui fait sens avec ça, c'est que la communication, on parlait de prendre des risques, mais aussi que ça prend du temps aussi. Je sais pas pour toi, mais une communication, c'est pas, tu vas pas faire un post et le mec va devenir la superstar sur les réseaux, quoi. C'est accepter ça, je pense que c'est quelque chose que tu arrives facilement à faire accepter aux clients quand tu travailles avec eux en communication, leur dire, bah, je sais pas combien de temps toi tu leur dis que ça prend, mais en général ça prend 3 mois, 6 mois pour avoir une vraie communication, pour avoir des vrais résultats, quoi. C'est pas en une semaine de publication que tu auras des résultats. Ça, c'est ça aussi, c'est l'expérience qui apporte ça un peu. Mais je pense qu'il faut être assuré avec son offre. Et quand moi je dis, je leur dis 3 mois. Dites-vous que c'est dans 3 mois, vous aurez des vrais résultats. Bien sûr, tu vas avoir, surtout sur LinkedIn, tu vas avoir des résultats de visite de profil, etc. assez rapidement, puisque dès que tu commences à prendre la parole, tu fais partie du 1% qui prend la parole. Donc forcément, tu vas sortir. Mais ouais, moi, j'annonce. Il y a 2 stratégies. La publicité, tu fous l'argent et tu as des résultats ou pas, mais c'est instantané ou presque. Et tu as la stratégie de contenu, le marketing de contenu, l'inbound marketing, où c'est une stratégie d'attraction, où, tu vois, j'ai une métaphore qui est une manière que j'aime bien à chaque fois. La publicité, c'est, tu vois ton client comme une souris. La publicité, c'est un piège à souris. C'est capturer la souris. Et plus tu fous de la thune, plus ton piège à souris devient performant, en gros, et tu attrapes plus de souris. L'inbound marketing, l'inverse, la création de contenu, entre autres, sur les réseaux sociaux, c'est pas tu vas capturer la souris, c'est tu vas apprendre à la souris à aimer le fromage. Tu vas lui apprendre à aimer ce que tu proposes et l'attirer vers toi. Donc forcément, c'est pas convaincre, c'est persuader, et ça prend plus de temps. Mais c'est presque plus éthique, enfin, ça c'est chacun qui voit, mais ça peut permettre de... C'est plus long terme, c'est clair, c'est du long terme. Quand tu fais comprendre ça, généralement ça passe. Ah, c'est hyper intéressant, j'aime beaucoup ta métaphore de la souris. Après, convaincre et persuader, on pourra en parler très très longtemps parce que c'est quelque chose. Je suis pas sûr de ça, je sens que. On pourra pas se lancer sur ce débat-là, mais je pense que c'est important d'avoir sa propre communication, mettre en place ses propres mots. D'ailleurs, on a 2 questions de nos cacao qui est chaude comme la braise. C'est ça. Est-ce que le fait de se connaître,
d'être aligné avec soi-même t'a fait changer la vision et te mettre dans la position d'entrepreneur et plus celle de freelance? D'être ami avec soi-même? Aligné avec toi-même. Ah, aligné avec soi-même. Ami avec soi-même, ça pourrait marcher aussi. Est-ce que ça m'a fait évoluer? Oui, carrément, ouais. Mais c'est la base. Je te dis, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un mindset. C'est une façon de vivre aussi. Donc, oui, une fois que... Je te dis pas, tu vois, j'ai encore beaucoup à apprendre et je suis encore en évolution. Ça fait qu'un an et demi, finalement, même pas un an et demi que je suis entrepreneur, que je suis à mon compte. Mais ça part de là. Ça part de là et sans ça, j'aurais pas pu être aussi assuré dans ma communication. Tu sais, assumer ce que je dis et être tranchant. Et ouais, au départ, tu te mets déjà à dos. Surtout quand on a parlé, tu sais, les pods sur Ça c'est un grand débat, ça, les pods. Hein. Ouais, qu'on avait pas mal dénoncé ça à la base. Aujourd'hui, il se trouve qu'on avait plus ou moins raison, je pense. Parce que je vois les grands gourous des pods qui aujourd'hui, j'ai vu certains lives où ils disaient ouais, en fait, ça sert plus à rien. Donc, voilà, enfin, moi, je sais que pour moi, l'important, c'était de faire aligner avec mes valeurs, dans l'humain. Je suis pas là pour manipuler. Vraiment, je suis persuadé qu'il y a deux façons de faire du marketing. Enfin, que tu as l'influence et la manipulation, pour reprendre le titre d'un livre. Et parce qu'après, on est là aussi pour parler de lecture. Ouais. On va parler un peu de lecture. Ouais, tout ça. Ouais. Mais voilà, je pense que une fois que tu es aligné, ouais, bien sûr, c'est plus facile. Une fois que tu as fait la paix avec toi-même et que tu sais quitter, tes actions en découlent. Les actions découlent de tes pensées et pas l'inverse. Donc, quoique. Mais voilà, donc je pense que c'est pour ça que c'est hyper important de se connaître. Il y a une question que j'aime beaucoup aussi de No Cacao, là, parce que, comme dit, elle est au taquet, là, un peu comme Kevin, même s'il n'est pas là. Elle fait, comment tu mets de la distance quand tu écris à la place de ton client, que cela ne reflète pas ton style d'écriture? Je trouve ça super difficile de ne pas se laisser transparaître, de pas laisser transparaître sa touche perso, pardon. Mais d'un côté, pourquoi tu laisserais pas transparaître ta touche perso? Parce que si le client te prend, il te prend pour toi aussi, pour ta plume, entre guillemets, ça peut être ta plume, ton pinceau visuel, on va dire. Après, ça part de la stratégie du client, sa ligne éditoriale, une fois qu'elle est bien définie, toi, tu t'adaptes à ça. Mais de toutes les façons, on pourra reconnaître que c'est Nokia, on pourra reconnaître que c'est moi. Si on prête attention, on saura. Quand je dis à certaines personnes qui me connaissent de près ou de loin, sur LinkedIn, j'ai travaillé avec telle personne, ils disent « Ah, mais maintenant que tu le dis, je vois. » tu vois. Mais non, tout simplement définir bien la stratégie à la base. Tu communiqueras jamais de la même façon, ou ça sera très rare d'avoir le champ libre pour communiquer comme tu communiques sur ton profil perso. Ton profil perso, tu n'as aucune limite, sauf celle que tu te mets. Donc, je pense que faut pas trop se préoccuper de ça. Parce que d'ailleurs, le client te prend aussi pour ça, pour ton côté, ta plume. Carrément, il te prend pour ta personnalité. S'il choisit toi, c'est parce qu'il aime bien ton style, il aime bien comment tu parles, il aime bien comment tu écris. Donc pareil pour toi qui a fait de la rédaction web, ou même dans les textes, etc., les formations que tu vas faire aussi pour écrire les livres, etc., c'est pareil. Si on travaille avec toi, c'est parce que c'est toi. C'est ça, les gens viennent te chercher toi à la base, donc sinon ils prendraient un rédacteur X payé au lance-pierre, et puis pour avoir un style académique, très sobre, dénué d'intérêt, enfin très monocorde quoi. Donc s'ils viennent te voir toi, c'est parce qu'ils aiment bien ta personnalité, ils aiment bien comment tu écris. D'ailleurs tout à l'heure tu as parlé de inbound marketing et d'outbound marketing, on avait une question là-dessus. Et oui, la pub, si tu l'arrêtes du jour au lendemain, il n'y a plus personne. Donc est-ce que toi par exemple tu avais utilisé la publicité pour avancer, pour avoir des résultats un peu plus rapides, pour attirer les souris dans le piège avec le fromage que tu leur avais donné envie de manger? Alors, j'ai pas eu vraiment de stratégie en pub. J'ai peut-être pu tester, alors pas sur mon business, mais avec ceux de certains clients sur Insta, des trucs comme ça. Tu sais, promouvoir la publication ou quoi. J'ai pas d'expérience approfondie sur ça. Kevin, mon associé, du coup, en a beaucoup plus, puisque lui, il a été jusqu'à dépenser plusieurs milliers d'euros par jour en pub. Donc, ça veut dire que derrière, tu as des résultats. Donc, j'ai pas beaucoup d'expérience sur ça. Je me suis vraiment concentré sur l'inbound. C'est ce qui fait aussi qu'on est complémentaire avec Kevin. C'était le but, c'était qu'on se complète. Donc, non, pas vraiment d'expérience. Je sais plus, c'était quoi la question? Du coup, la pub, parce qu'il avait posé la pub, quand tu arrêtes la pub, il y a tout qui s'arrête en fait. C'est ça, et que l'inbound, alors c'est du long terme, donc ça prend plus de temps, mais tu construis quelque chose qui est durable, plus grand, quoi. Une personnalité va pas, parce que je parle de personnalité pour les marques, elle va pas disparaître du jour au lendemain. Tu peux être absent pendant 2 mois, je te conseille pas, mais tu peux le faire et revenir, et les gens se souviendront de toi quand même si tu as bien fait ton taf. Donc c'est clair, et que la pub, ouais, t'arrêtes,
t'es mort. Alors après, la pub, ça peut être très très bien fait. Hein. Mm. Si tu investis 500 euros, que derrière tu as 200, t'as 2500 euros, 2000 euros, fonce, quoi. Il faut pas... Je pense que c'est deux méthodes complémentaires Ouais. et qu'elles s'adaptent à tous les business. Enfin, voilà. Je pense que tu mets le curseur, selon tel ou tel business, tu vas mettre plus la pub ou plus l'inbound. Mais Non, ça dépend de ta pense pas qu'il stratégie, faut de tes objectifs. scinder. Tu vois, on aime bien être très binaire, vaccin, anti-vaccin. Et pareil avec le marketing, inbound marketing, outbound marketing. Merci Sarah. Merci. Tu vois, il y a la nuance, il y a beaucoup de nuances entre les deux. Et je pense que c'est là aussi que ça se trouve, la réponse. Ouais, bah c'est intéressant. On parlait de. On va pas. Le sujet n'est pas sur la publicité aujourd'hui, mais si j'ai un conseil à donner sur la publicité, c'est n'utilisez jamais le bouton boost. C'est perdre de l'argent pour rien. Franchement, si vous êtes sur Facebook ou Instagram, allez sur le Business Manager, vous pourrez avoir des résultats bien meilleurs si vous ciblez votre audience plutôt que faire un boost. C'est quoi, c'est promouvoir ou booster sur Facebook, mais c'est vraiment nul. Ça cible un peu tout et n'importe quoi et des gens qui sont pas intéressés par vos contenus, donc vous allez perdre de l'argent. C'est ça. Clairement. Ils vont vous montrer à beaucoup de personnes, mais ça sera des Pink Floyd. Comme on dit tout à l'heure, tu parlais de les likes ne font pas d'argent. Bah booster, c'est ça. Ça fait beaucoup de likes. C'est intéressant pour l'ego, mais ça rapporte pas d'argent, alors qu'on pourra en gagner beaucoup plus en faisant les choses bien, en fait, en prenant le temps d'étudier la publicité, son audience, et les gens qui pourraient être intéressés par nos contenus. Exactement. Donc ok, donc moi j'avais une question là qui pour faire un petit peu la transition avec tout ça. C'est pour toi, quelle est la meilleure manière de communiquer? Est-ce que c'est de créer du contenu? Est-ce que tu auras un canal à privilégier pour quelqu'un qui vient de se lancer? Ouais. La meilleure manière encore, tu vois, ça c'est compliqué, ça va dépendre des business, ça va dépendre de ton état d'esprit, de où tu en es dans ta quête entrepreneuriale. Donc encore, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, il n'y a pas de bonne ou mauvaise solution, ça dépend de deux choses, ça dépend de toi, ça dépend de la personne que tu vises, des personnes que tu vises. Pour autant, tu me diras après ce que tu en penses, mais la création de contenu, moi c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement, je ne vais pas mentir, parce que c'est la façon peut-être la plus douce aussi, comme c'est une stratégie long terme, c'est la façon la plus douce aussi pour te présenter, pour faire connaissance, pour commencer à créer ton réseau, commencer à montrer qui t'es, tes valeurs, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui te passionne, commencer à créer du lien. C'est vrai que c'est peut-être la solution pour les introvertis, tu vois, j'ai envie de te dire. Alors, enfin, bon, même si tu prends la parole sur les réseaux sociaux, et c'est toujours un grand pas de faire ce premier post, et le deuxième et le troisième, mais la création de contenu pour moi est très intéressante pour cette relation, créer la relation, et pour la solidité que ça fait. Si tu le fais bien, il y a beaucoup de gens qui se lancent de plus en plus sur les réseaux sociaux, qui font des challenges, tu sais, genre pendant 100 jours, je publie tous les jours, je le vois beaucoup sur Insta, notamment. Mais après, tout passe aussi, tu vois, les commentaires, hyper important d'aller créer du lien, etc. Si tu fais pas ça, une stratégie de contenu, ça sert à rien. Si tu veux juste montrer ta pancarte et dire je suis là, je suis beau, ça sert à rien. Mais va connaître les gens et tout, va dans l'humain. Et c'est pour ça que je kiffe autant cette stratégie, quoi. C'est que je pense que ça aligne avec qui je suis et ça me correspond, voilà, c'est humain, c'est sympa, mais c'est pas la meilleure solution pour tout le monde. Donc je pense que trouver ce qui nous plaît, et une seule façon de faire, c'est de tenter, quoi. Tenter. Toi, regarde, t'as tenté combien de formats pour le Flowista? T'as fait Twitch, t'as fait YouTube, t'as fait plein de trucs, LinkedIn, Instagram, voilà, et qui sait, voilà, ça va peut-être encore évoluer. Peut-être ça va évoluer. Peut-être finir sur Clubhouse. Trop chronophage d'ailleurs, c'est un conseil que je donne. Essayez de vous limiter en nombre de plateformes à une voire deux plateformes maximum, sinon vous allez perdre trop de temps. À force d'être partout, on n'est nulle part. Voilà, ça c'est un conseil, je sais pas si tu partages ça, mais moi c'est vraiment quelque chose que je recommande vraiment. Vaut mieux tester une plateforme à fond, voir si elle marche ou pas, migrer sur une autre, parce que de toute façon tu montes en compétences. Mais au bout d'un moment, tu vas en trouver une qui marche. Voilà. Spécialise-toi dessus et après diversifie. Essaie pas d'être partout au départ. C'est pas la meilleure idée. Complètement d'accord. Du coup, il y a quelque chose qui me vient en tête qu'on n'a pas parlé dans la communication, qui pour moi qui est primordial et important. Tu parlais de créer du lien avec son audience, parce que tu parlais de remettre l'humain au centre, aller répondre aux commentaires, ça permet de créer du lien, mais aussi aller commenter les posts des autres, répondre aux messages privés, mettre une routine en fait, peut-être faire des recommandations aux gens avec qui on trouve intéressant leur travail, on trouve c'est cool. On est sur LinkedIn, par exemple, on fait des recommandations sur les compétences des gens, on va leur envoyer un message privé pour prendre des nouvelles, pour parler un petit peu de business, pour parler un petit peu de personnel aussi, et répondre, faire 15-5 commentaires peut-être par jour ou tous les 2 jours en tout cas, sur les posts des autres, ça permet de créer du lien et de continuer son inbound marketing en fait. Mais c'est ça. Et tu sais, j'ai même envie de dire, toujours dans cette optique de sortir de la masse, sortir de l'eau, il y a tellement de personnes qui vont se connecter, qui vont te follow,
qui vont, je sais pas, tu vois, sur n'importe quel réseau social, et qui au final vont jamais venir vers toi. Putain, si t'as un Pink Floyd qui vient, un peu là, qui t'envoie un message et qui te dit, ouais, salut, bah, écoute, je suis super content qu'on soit connecté, qu'on apprend à se connaître. Je sais que toi et moi, au début, tu m'as proposé aussi qu'on s'appelle, et on s'est appelé dès le début, tu vois. Et bien ça, mine de rien, mais ça marque les esprits. Je sais quitter. Ouais. Et c'est hyper important. Bah moi, c'est ma stratégie, c'est vraiment quand je trouve quelqu'un qui est intéressant, on a un feeling, on a des affinités sur un aspect business, ou soit des passions, soit des trucs, bah je vais la contacter, je vais lui envoyer un message privé, je vais lui envoyer soit un audio, soit une vidéo, parce que ça convertit beaucoup plus que les messages tech. Les messages tech, tout le monde envoie, c'est des messages qui sont uniformes, qui n'ont pas de saveur, et le fait de mettre le son, en fait, d'avoir la voix de la personne, c'est vraiment hyper intéressant, et ça permet de mettre un visage, les gens vont dire ah, ok, c'est un audio en plus. Tu vois, sur LinkedIn, il y a pas mal de gens qui savent toujours pas que ça existe, donc ils sont assez surpris généralement. Oui, c'est ça. Et avant, moi qui étais dans l'écriture, parce que j'étais écrivain, je publie, j'envoyais des audios. Et genre, au début, j'étais vraiment hyper stupéfait en fait. Un mec qui écrit, qui est dans l'écriture, la compétence c'est storytelling, copywriting et tout ça, c'est communication, il envoie des audios. Ça n'a aucun sens, tu vois. Et mais maintenant que j'ai rajouté. C'est une façon de marquer les esprits aussi. C'est ça. Et maintenant j'ai rajouté podcasteur, parce que du coup maintenant je fais pas mal de podcasts, je fais un peu du Twitch aussi, un peu de vidéo YouTube. Donc maintenant ça prend plus de sens aux gens, du coup ils font ah, ok c'est normal, et du coup les gens sont tout le temps agréablement surpris. Moi j'avais fait le test, c'était 40% environ sur les messages tech qui convertissaient, j'avais une réponse, et c'est 90% sur un audio. Ouais, clairement. Mais pareil, tu vois, même en envoyant des messages, même audio, parce que ça se fait beaucoup sur Insta. Ouais. Là, je suis en train de lancer un petit peu l'Insta. J'ai pas mal on va dire, de coach Instagram dans mon réseau. Il y en a beaucoup, autant que de coach LinkedIn. Et du coup, ils ont compris, si tu veux, l'importance des messages vocaux. Donc, je reçois quand même quelques messages vocaux, tu vois, comme en première approche. Mais en fait, ils vont aller dans ma bio, ils vont reprendre la première ligne de ma bio, ils vont dire « Ah, j'ai vu que nanana ». Et tu vois, tu sens que c'est pas personnalisé. Donc, aller dans l'humain, c'est aussi ça, c'est être dans le moment présent. Putain, j'ai l'impression d'être un moine Shaolin. Mais tu vois, tu vois, être dans le moment présent, mais dans la personnalisation, tu vois. C'est ça. C'est pas tous les jours que Napoléon me salue. C'est ça. Mais tu vois, c'est ça aussi. C'est dans le moment présent, c'est que chaque personne soit unique, la traiter comme une personne unique qu'elle est, et envoyer, quand tu envoies des messages vocaux, tu envoies des messages parce que tu t'es intéressé à la personne. C'est ça. Ça crée le lien humain que tu disais qu'il était important de mettre de l'humain au centre. Envoyer un message vocaux, ça crée un lien personnel avec la personne, parce que un message vocaux, déjà, ça la remarque en fait qu'un message texte, il y en a qui sont préfaits en fait, et du coup les gens ont l'habitude de recevoir plein de messages textes, donc ils les lisent pas. Moi je sais que des fois il y en a plein, je lis même pas, parce que je sais que c'est un message tout fait en fait. Je vois le début, je vois bonjour machin, blabla, je suis intéressé par ça, je sais que c'est un truc fait. Alors qu'un message audio, bah c'est de la curiosité. Même une fois j'ai eu une remarque, quelqu'un qui m'a dit j'ai pas écouté, j'ai pris 3 semaines à écouter parce que je pensais que c'était un virus. Ça m'a fait tellement rire. Donc maintenant des fois j'envoie un petit bonjour machin avant le message audio pour être sûr que la personne sache que c'est pas un virus. Et non, c'est juste que j'aime bien envoyer des audios. J'ai jamais eu, putain. Ouais, ça dit, il y a une personne qui m'a dit je croyais que c'était un virus, je t'ai pas répondu. Mais je peux comprendre presque. Ouais. Et du coup, il y avait une remarque qui était hyper intéressante, un sujet qu'on n'a pas évoqué, de Sarah, qui nous disait pour les posts, moi je fais pas mal de brainstorming avec mes clients pour exprimer leur façon de voir, sentir les choses, même s'il y a toujours un peu de ma touche dans l'écriture. Après, je ne sais pas comment font les autres créateurs pour générer des posts, je pense que c'est posts, qui restent authentiques. Mais avec tes clients, tu es obligé de brainstormer. Tu vas pas. J'en ai eu qui m'ont juste envoyé leur charte graphique, tu sais, ils avaient des feuillets. Et tout à fait, Sarah, ouais. Des trucs tout faits, et ça, c'est mort, tu vois. Si tu m'envoies ça, non, moi, je veux vraiment de l'échange, que je comprenne, qu'il n'y ait pas de flou, et qu'on soit vraiment aligné. Donc, ouais, brainstormer, hyper important, hyper important. Et plus tu vas les connaître, de toute façon, plus tu vas prendre en main leur communication aussi. Après, pour rester authentique, c'était quoi la question pour rester authentique ? C'était justement qu'elle faisait des brainstorming avec ses clients pour exprimer leur façon de voir, sentir les choses. Elle dit qu'elle avait du mal justement à... Comment font les autres... La question c'est comment font les autres créateurs pour rester authentiques et générer des posts qui soient authentiques en fait en discutant avec ses clients. Ouais, mais pour moi, tu vois, mais tout part de la base de l'introspection et d'avoir bien défini ça. Cette ligne éditoriale, cette charte graphique éditoriale, si tu veux. Merci Bouclone. Merci. On a eu un don ? De quoi ? On a eu un don ? C'est le follow ça. Yes. Bienvenue. Merci. Ah merde, j'ai réveillé le chien, fait chier. Il était calme, on n'avait pas de bruit, on était bien. Ils sont calmes pour l'instant, je remarque quand même. Hein. Ils ont été un peu foufous au début, mais là... Ils se sont calmés, mais... Ils sont fatigués, tu leur as mis un coup de fouet ou quoi? Tu leur as mis du poison dans la croquette, je sais pas, des somnifères? J'ai gueulé. Ils sont capoutes aussi. Mais pour rester authentique, en fait, authentique, c'est être aligné avec qui on est. Et donc, du moment que tu être aligné avec la communication de ton client,
c'est avoir bien défini les bases, bien défini les valeurs, les piliers qui vont définir ta communication, ce que j'aime bien appeler le mantra, tu vois, quelques mots qui vont faire que ça va être défini. Tu vois, si c'est, je sais pas, entrepreneuriat, marketing et disruptif, ça se dit, ouais, par exemple. Mais une fois que tu as bien défini, et des brainstorming réguliers, se tenir au courant, parce que la stratégie évolue, c'est pas figé dans la roche. Et donc, une fois que tu as tout ça, pas de souci. Ça, c'est bon. Bah, du coup, je vais te proposer d'aller à la dernière question de cette première partie. On arrive sur la fin de la première partie de cette interview, qui est une question un petit peu plus large, un petit peu plus sur l'entrepreneuriat en général. C'est comment vois-tu le monde de la communication et des créateurs de contenu dans l'avenir? Alors, premièrement, je pense qu'il y a un chien qui risque d'aboyer très bientôt. Ah. On est prévenu au moins. On est prévenu. C'est ça. Bouchez-vous les oreilles. Le monde de la création de contenu. Baissez le son. Mais il en est qu'à ses balbutiements, tu vois. Ouais. Parce que ça va arriver. Et c'est ça. Ah bah c'est ça, la maîtresse qui est arrivée, la maîtresse de maison est à l'heure. Bon, du coup, c'est la folie chez Seb, la maîtresse de maison est arrivée, du coup, là, c'est le Capharnaüm général. Oh, bonjour Camille, du coup, hein. Passage, hein. Non, mais il n'y a personne, Hein. Ah, elle est pas arrivée? Non, ils ont entendu un bruit dans la maison. Ah, ok, moi je pensais que la maîtresse était arrivée, ok, autant pour moi. Ok. Putain, si la maîtresse arrive, ils vont monter au plafond. Ils vont monter au plafond, ok. Je sais pas, ils commençaient à s'énerver et tout, là. Mais pour répondre à ta question, là, vient la création de contenu, je pense qu'on en est à ses balbutiements. On va arriver sur des trucs beaucoup plus pro, je pensais, avec Canva et tout, et qui sont un logiciel de fou, hein, je recommande d'ailleurs, hein, pour ceux qui connaissent pas, Canva pour la communication. Pour les débutants, c'est vraiment nickel. C'est 12 € par mois l'abonnement, et je suis toujours hyper content de le payer, sans déconner. Je suis hyper content. C'est le premier outil professionnel que j'ai acheté, parce que je le trouvais tellement génial et tellement pratique. Il fait gagner tellement de temps chaque semaine. On peut faire tellement de choses en fait. Ouais, mais c'est un exemple dans le marketing d'identifier les besoins, quoi. Genre, à chaque fois, je me dis, putain, ils ont cette fonctionnalité et j'en avais besoin. Et je savais même pas qu'il y avait cette fonctionnalité. Je trouve ça dingue, cet effet. Il n'y a aucune marque qui me l'a fait, aucun produit qui me l'a fait. Ça. Moi, je sais que je suis passé à 5% d'utilisation de Photoshop à 95% d'utilisation de Canva, quoi. Bah oui, clairement. Non, mais bien sûr qu'avec Photoshop, tu vas faire des trucs plus poussés. On va pas se mentir, mais Canva, ça sauve beaucoup de temps et ça apporte des solutions de fou. Donc Canva, c'est simple et intuitif en fait. C'est simple, intuitif, pratique. Enfin, tu t'y connais rien en graphisme, tu n'as aucune notion, tu es débutant complet. Tu vas trouver des trucs vraiment simples à faire rapidement, quoi. Donc c'est cool pour te lancer, quoi. Mais ils ont compris que la création de contenu, c'est désormais nécessaire pour beaucoup de stratégies. Ça va être encore plus. Elle est valorisée à combien? 5 milliards, la fondatrice de Canva, je crois, qui a à peine explosé, 33 ans, je crois, 34 ans. Donc ça veut dire quelque chose, quoi. Et ça va pas s'arrêter. Ça va aller en s'améliorant. Clairement, c'est ça nos cas. Et les créateurs de contenu, je pense qu'on va aller sur des trucs. On va prendre de plus en plus conscience de son personal branding, tu sais, de sa marque personnelle, de son pouvoir personnel et de sa communication personnelle. Ça sera plus quelque chose de tabou. J'aime bien faire la comparaison avec il y a 10 ans. Tu sais, te lancer sur les réseaux sociaux, te montrer sur Insta ou des trucs comme ça, c'est qu'il fallait vraiment que tu aies confiance en toi. Surtout sur Insta, c'était que tu étais vraiment une jolie fille, on va dire. Il fallait que tu aies confiance en toi et que tu aies des compétences aussi. C'est ça que permet Canva, c'est de reprendre en main sa communication. D'ailleurs, ça fera le lien avec le prochain live de la semaine prochaine où je vais parler justement du développement, comment créer un site web sans connaissance en développement, comment créer son activité sans aucune compétence en développement web. Moi, je suis très fan de ces solutions. Moi, voilà, mon site web, je le fais avec Wix. Je sais pas si ça sera sur ça. Mais Wix, qui est pareil, c'est juste, j'ai vraiment à déposer, glisser les éléments. Moi, les solutions comme ça, je trouve ça fou. De rendre simple le compliqué. Ce que tu fais aussi avec le flow d'histoire, entre l'histoire et tous les conséquences écologiques qu'il peut y avoir derrière, etc. Les enseignements qu'on peut en tirer, les rendre simples. Ce travail de vulgarisation, c'est hyper dur. Et de la même façon, quand tu réussis à faire un produit qui rend les choses simples, putain, et qui répond à des besoins, trop bien. T'as un combo gagnant là quand même. Ah, de fou. Donc du coup, moi je pense que la création de contenu à l'avenir, ça va se développer de fou. Ça va être beaucoup plus peut-être personnel, tu vois, moins pas corporate, mais que les grands groupes. Ça sera plus la communication dédiée qu'aux grands groupes. Je pense qu'on va vers un monde aussi où il y aura beaucoup plus de freelance, beaucoup plus d'indépendants. Et je pense que on va tous comprendre plus ou moins l'importance de communiquer. Avant l'importance, tu vois, allez, je vais faire un parallèle. Je
suis même pas sûr que ce soit complètement vrai, mais j'ai l'impression qu'avant, tu vois, l'important, c'était vraiment d'avoir un réseau. Et je me rappelle quand je cherchais des stages, c'était pas moi qui cherchais mon réseau, enfin mon stage, c'était mes parents qui disaient attends, mais je demandais à tel ou tel. Bon, il se trouve que mes parents ont des connexions dans des milieux agricoles ou dans comment tu dis merde, les semences de taureaux. Donc c'est pas les meilleurs domaines pour travailler dans la communication. Mais en tout cas, avant, c'était beaucoup le réseau. Tu comptais beaucoup sur le réseau de tes parents et sur le réseau que tu te construisais. Maintenant, je pense qu'avec ta communication personnelle, tu n'es plus dépendant de personne. Tout dépend de toi. Enfin, si n'est que oui, tu es dépendant de toi, du coup. Et je pense que tu vas vers un monde aussi où tu peux être beaucoup plus libre et beaucoup plus responsable. Ce qui est aussi assez paradoxal parce que je trouve que la société tend à nous rendre beaucoup moins responsables. Ça, c'est notre débat. Mais à se déresponsabiliser beaucoup, alors qu'on a beaucoup d'outils aujourd'hui pour se prendre en main et pour avoir des résultats, quoi. Si on sait mettre les bonnes choses en place. C'est ça, on en parlait tout à l'heure des croyances limitantes, c'est vraiment maintenant on a vraiment beaucoup de solutions, en tout cas en tant que pays occidentaux, vivant dans un pays occidental, on a quand même beaucoup de moyens, beaucoup de ressources à disposition, facilement d'accès, et pour pas grand chose, ça coûte pas énormément. Tu parlais de Canva qui coûte 12 € par mois, c'est pas tu le rentabilises très très rapidement, quoi. Il suffit que tu aies un contrat en graphisme, un contrat de communication, et directement remboursé, quoi. C'est très peu cher, il y en a d'autres solutions comme ça. Je sais que même Photoshop vraiment... coûte pas très cher au final, hein, quand tu prends l'année aussi. Ouais, et puis si vraiment t'es aux pièces, voilà, tu te lances Canva, c'est 0 €. C'est ça, la version gratuite, elle fait quand même pas mal de choses aussi. Ah, elle fait le taf, tu peux toujours trouver. Et on a accès à la plus grande bibliothèque de l'humanité. On a Internet. C'est ça. On a vraiment accès à des ressources de connaissances. C'est comme il y avait une blague qui disait on a accès à toute la connaissance de l'humanité et les gens passent leur vie à regarder des vidéos de chats. Parce que c'est les vidéos les plus regardées sur YouTube, tu vois. Et même sur Instagram, moi je sais que le jour j'ai eu le malheur de... Ma mère m'envoie des vidéos de chats sur Instagram, et du coup maintenant, quand je regarde mon flux vidéo sur Instagram, j'ai que des vidéos de chats, quoi. C'est triste, quoi. Mais c'est ça, alors on a accès à la plus grande plateforme de divertissement aussi. Est-ce que... je vais prendre une anecdote qui est complètement naze. Quand j'étais petit, je me rappelle avec mes frères, on se disait que le rêve, ça serait d'avoir les chiottes, non, la télé dans les chiottes. Tu sais, genre, ça aurait été le truc de fou, parce que je pense que les gens qui sont nés avant les années 2000 ont connu cette époque où on avait la bonbonne d'aérosol et on lisait la bonbonne d'aérosol. On connaissait tous les ingrédients. Mais aujourd'hui, maintenant, on a le divertissement, on a en un claquement de doigts. Ce qui est assez ouf. Ce qui nous rend aussi paresseux, peut-être, tu vois. Procrastinateur. Tout doit nous être dû. Procrastinateur, le divertissement. Ouais. Procrastine beaucoup sur la communication. Mais il y a aussi une communication énorme qui est faite pour l'industrie du divertissement. On n'en a pas parlé, mais bon, on pourrait en parler des heures et des heures. Mais voilà, le divertissement, pour capter l'attention grâce à la communication, c'est quand même un moyen hyper puissant, et c'est pour ça que la communication est utilisée aujourd'hui. Ah, mais c'est le défi de la communication, que ce soit les campagnes d'affichage ou sur les réseaux sociaux, où l'attention elle est hyper basse, on scrolle à une vitesse incroyable. Sur Insta, bon, plus que nulle part, où on consomme du contenu, on n'a jamais consommé autant de contenu. On n'a jamais été bombardé autant d'informations. Donc ouais, le défi de la communication, c'est aussi capter l'attention, c'est clair. Sortir de la masse. Mais c'est ça, en fait, sortir de la masse. On revient aussi à ça souvent. C'est être reconnaissable, mémorable. Ok. Bah merci à toi, je pense qu'on a fini cette partie 1. Et du coup, on va passer à la partie 2. Super. Donc première question de cette partie 2, c'est est-ce que tu aurais une citation inspirante qui te motive ou qui t'inspire? Alors, quand tu m'as posé la question, je m'étais dit, ok, je vais sortir des trucs de fou, d'entrepreneur de fou, tu vois. Mais la vérité, c'est que j'en ai pas spécialement qui me... Est-ce que tu as un mantra, sinon un petit mantra avec motive? Une citation qui, pour le coup, mène ma vie. Je sais pas si c'est une bonne citation d'entrepreneur ou pas. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise situation, comment dire. La citation, c'est pareil. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise citation. Mais je pourrais citer celle-là d'ailleurs, mais je ne saurais pas m'en rappeler. Non, il y a un trop facile, je viens de la faire. Il y a un truc qu'on dit en occitan, en béarnais de chez moi, c'est Siats luz de Kikao. Ça veut dire soyez ce qu'il faut être. Tu la connais? Non, je dis, moi j'ai tout compris. En occitan, je parle occitan couramment. Mais si vous voulez comprendre ce que c'est, il y a un groupe qui s'appelle Nadao, qui est un groupe hyper connu chez nous, qui est sur YouTube, qui a fait l'Olympia, hein. Donc c'est pas un groupe de merde, et qui a fait une chanson qui s'appelle Luz de Kikao. Et justement, en fait, ça reflète un peu ça veut dire soyez ce qu'il faut être, agis en fonction, tu
tu vois, pas foutre la honte à ceux qui sont passés avant, aux vieux qui sont passés avant, aux valeurs qu'on t'a inculquées. Et pour moi, c'est ça, en fait. C'est ce qui a pu me brider au départ, je pense aussi, tu vois, à me dire, faut pas que je fasse de conneries. Mais en tout cas, tu vois, on a beaucoup de respect pour les anciens, c'est aussi être aligné avec ça et pas leur faire honte. Donc avancer en te disant qu'il y a toujours les gens qui te regardent et qu'il faut les rendre fiers. Ah bah ça tu pourras, c'est pas moi qui faut le dire, hein. Moi c'est mon train, c'est on sait où l'on va quand on sait où l'on va quand on sait d'où l'on vient. Donc c'est vraiment s'inspirer du passé, des anciens, toujours avoir ce respect pour ces personnes-là qui ont du vécu, qui ont de la connaissance et qui peuvent nous apporter énormément si on prend le temps de les écouter et de faire des recherches dessus. Donc c'est vraiment hyper important. Et puis tu vois, les anciens, l'Ozdekika, ça décrit aussi cette génération des vieux qui avaient, comme ils disent dans la chanson, ils passent 2 fois dans le journal, quand ils naissent et quand ils claquent, tu vois. Et c'est ça, ils avaient la simple ambition de vivre le jour et de dormir la nuit. Et ils avaient cette ambition d'être de bonnes personnes. C'était peut-être, parce que moi je pense à mes grands-parents, c'était peut-être aussi la religion qui guidait ça à l'époque, mais tu vois, cette ambition d'être de bonnes personnes et de faire les choses pour les bonnes raisons. Et donc je pense que ça serait mon mantra, quoi. Bon, on a une super question de nos cacao. Du coup, est-ce que c'est une bonne situation, créateur de contenu? Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise situation. Je pense que c'est avant tout des rencontres. Et merde, là, je m'arrête là. Je sais pas la suite. Non, elle était bien, elle était bien. Du coup, maintenant, est-ce que tu aurais une lecture, un podcast, un youtubeur à recommander? Ouais, alors le Flow de l'Histoire, qui est un super podcast, qui vraiment, je recommande en vrai. Mais après, je suis pas trop podcast. Merci, hein. En vrai. Mais c'est pour ça que le Flow de l'Histoire, c'est le seul que j'écoute. Mais non, moi je suis plus. Alors, vidéo, pas extrêmement non plus. Mais des lectures, ça va pas. Je sais pas si c'est des lectures. Si t'es peut-être cinéphile, ça marche aussi, série film si tu préfères. Ouais, alors moi je vais te parler des lectures qui m'ont influencé si tu veux, mais sont pas vraiment en rapport à la communication. Alors, je pourrais te citer des trucs genre influence et manipulation. Ça peut t'influencer de façon indirecte aussi. Qui ont façonné ton schéma de pensée aussi, c'est hyper intéressant ça. Moi je sais qu'il y a des lectures qui n'ont aucun rapport avec ça, par exemple le Comte de Monte Cristo ou Asimov, qui ont façonné mon schéma de pensée mais qui n'ont aucun rapport avec ce que je fais aujourd'hui. Le Comte de Monte Cristo carrément, qui est très puissant. Mais moi j'ai toujours beaucoup lu, ça a été la chance de mon enfance, c'est que mes parents ont beaucoup forcé et en fait au final ça n'a pas été une difficulté du tout, quoi. Donc mes premiers livres, j'ai envie de te dire, c'était Harry Potter. Ouais, non, pas tout à fait, mais ça m'a donné le goût, tu vois, de suivre les trucs, de construire les trucs, de voir l'évolution des gens. Et clairement, elle a eu un impact de fou. Moi, je faisais partie des gens qui attendaient à 7h du matin pour aller à l'ouverture, quoi, des trucs. Et quand ça s'est fini, j'avais quoi, 13 ans? Non, peut-être pas, 14 ans, je sais pas. On était jeunes à l'époque, hein. On était jeunes. Ouais, je me rappelle, tu vois, ça m'a marqué, j'étais en CM1 et je lisais le tome 5 qui fait 1000 pages. Je me dis, putain, un gamin de, je sais quoi, 9 ans, 10 ans, qui lisait 1000 pages, je trouvais ça, c'est une de mes fiertés, ouais. Mais elle m'a donné vraiment le goût de la science-fiction, enfin de la science-fiction. Pas de la science-fiction, comment t'appelles ça? C'est plutôt de la fantasy. Fantasy, ouais. Fantasy, voilà, ce truc, développer ton imaginaire. Je pense que du coup, ça développe aussi la créativité. J'ai eu Christopher Paolini qui a écrit Eragon, que j'ai relu encore il n'y a pas longtemps, que j'adore parce que pour moi, c'est moins pour enfants, pour moi, hein, c'est plus pour ados, et du coup, il met beaucoup de philosophie dedans. Et si vous relisez justement ça, c'était écrit il y a 15 ans presque. Il y a 15 ans. Ah oui, j'étais au collège, je pense, il y a encore. Ouais. Et bien tu verrais, surtout nous qui avons monté la vague, tu verrais les trucs qu'ils font chez les elfes, où ils apprennent à se développer, etc. Ils font plein de trucs de yoga en fait. Ils mangent végétarien, des trucs comme ça, et c'est la puissance de l'esprit avant la puissance du corps. Enfin voilà, c'est très philosophique. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours plu dans les livres, qu'il y ait une putain d'histoire, mais que tu aies une morale ou un enseignement, tu vois, que ça te fasse réfléchir. Donc Christopher Paolini, de fou. D'ailleurs, je recommande la trilogie Eragon de la lire en livre. Ah ouais. Parce que le film est une bouse monumentale. C'est une bouse monumentale. Donc s'il vous plaît, ne regardez pas le film. Franchement, si vous n'avez rien à faire dans votre journée, faites-le, mais ne le faites pas, vous allez perdre du temps. Par contre, le livre est magique. Les 3 livres sont vraiment magiques, incroyables. Voilà. Ouais, 4 livres, 4. Ah oui, c'est vrai qu'il en a fait un 4e après. Ouais. Il avait dépassé à la fin. C'est vrai, 4. Une trilogie, il a fait une saga. Il a fait une 4e. Ouais. Qu'est-ce que j'avais lu? J'ai lu aussi La pierre et le sabre, je sais pas si tu connais. Ça, je de connais pas du Eiji Yoshikawa. Non, ça me dit rien ça. C'est sur un guerrier qui a vraiment existé. Coucou Boucloun, merci. On va super bien et toi? Ça va super bien. Qui c'est qui? C'est Boucloun. Salut Boucloun.
Euh, et ouais, La Pierre et le Sabre, putain de bouquin qui a été écrit, je crois, dans la période Edo. Tu sais, Oui, oui, j'ai vu. quand c'est tombé, du moins cette ère des samouraïs, etc., où c'était passé du féodal à la technologie. Et les samouraïs, qu'est-ce qu'ils devenaient, tu sais, qui étaient très traditionnels, etc. C'est hyper intéressant, c'est très très poétique pour le coup. Mm. Et c'est vraiment une super lecture, il y a 2 tomes, je crois. Ouais. La Pierre et le Sabre et La Lumière et l'Ombre, je crois. Ça fait 2000 pages à peu près, c'est super, j'ai adoré, franchement, je te recommande. Alors après, voilà, j'ai mes mangas aussi, je suis grand fan de manga. Eiichiro Oda qui a écrit One Piece, Ouais. qui est incroyable. Un jour, il faudrait que je finisse. Un jour, il faudrait que je finisse One Piece. Un jour. Ouais, tu t'en es arrêté où? Je suis au début, hein. Je suis vraiment au début. Hein. Je suis vraiment au début. Parce que là, on est en train de. On a dépassé le chapitre 1000, en 1013, je crois. Et c'est juste fou. Il a construit un putain d'univers, c'est incroyable. Ouais. Et ce truc de l'esprit des pirates, je crois la citation du début, c'est les rêves et le temps. Non, la passion et les rêves sont comme le temps, et rien ne peut les arrêter. Il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. Okay. Tu vois, ça, pour moi, même dans ma carrière d'entrepreneur, ça me. C'est puissant. Hein. Ah, mais c'est puissant de fou. C'est un génie, ce mec. Ouais. Mais tu vois, ça me dirige pas mal aussi ma vision des choses, c'est clair. Moi, ça m'amène à deux choses. Tu parlais du Japon féodal. Il y a un livre que je peux pas ne pas recommander quand on parle du Japon féodal. C'est Le Silence du Rossignol. C'était un livre exceptionnel sur le Japon féodal. C'est un livre magique. L'auteur a fait des recherches. Il est parti vivre au Japon pendant un certain temps. Il allait rencontrer des historiens. Il a fait des recherches. Il a créé une carte fictive du Japon féodal. Mais c'est tellement bien reconstitué. L'immersion est tellement totale qu'on se croirait vraiment dans le Japon de l'époque avec des personnages incroyables. L'histoire de parquet du Rossignol. C'est ça, le parquet du Rossignol, qui justement le parquet qui siffle quand on marche dessus. Et génial ce truc. C'est pour les amoureux du Japon féodal, ceux qui veulent dépaysager, comme on dit, livres permettent de voyager. Et ben, si vous allez au Japon, je vous recommande vraiment la lecture de ce livre, c'est vraiment un bijou. C'est un bijou. C'est pas le clan des Otori? Clan des Otori, voilà, c'est ça. Je cherchais la trilogie, c'est le clan des Otori. D'ailleurs, moi, je l'ai découvert ça par hasard. C'est un pote qui m'avait offert le tome 3 pour mon anniversaire. Ok. Pour recommencer par le tome 3. Voilà, du coup, il m'a offert le tome 3. Du coup, bah, moi, je suis allé acheter le tome 1. Ouais. Et du coup, une fois que j'ai lu le tome 1, il a fait bah, faut acheter le tome 2 maintenant. Ouais. Et c'était trop bien. Et je crois qu'il y a plus de tomes. Je crois qu'il y avait une trilogie, il en a fait 4 ou plus. Je crois qu'il y en a 4, ouais. Il y en a 4 maintenant, je crois qu'il en a refait un. Mais ils sont vraiment géniaux, une super immersion. Et en plus, il s'est inspiré. Les noms sont très très proches de la réalité, les topographies étaient très très proches de la réalité. Et on se croirait vraiment, pour quelqu'un qui s'y connaît un petit peu, il y a vraiment des rapprochements très très bien entre les grandes batailles qui sont retranscrites, mais où il a changé les noms, il a changé un petit peu, il a inversé en fait l'axe, je sais plus c'est l'axe nord-sud ou est-ouest qu'il a inversé pour sa carte, mais du coup ça crée une superbe immersion et on se retrouve vraiment dans cette époque-là qui est inspirée de faits réels. Le héros il vient du clan des invisibles, qui en fait étaient qui avaient une religion différente, qui étaient des chrétiens en fait. Il y a un aspect religieux important avec les invisibles qui avaient très peu de droits et très peu reconnus, qui étaient même persécutés. Ouais, et historiquement, c'est véritable. C'est véritable, ouais, vraiment, il s'est basé sur des faits historiques, sur quelque chose de vraiment important. C'est génial, ça tombe bien, c'est un vrai livre qui m'a... Ouais. D'ailleurs, Boucloun qui nous disait que tu lui as fait lire, c'est Amel qui tu lui a fait lire les accords Toltec. Ah, alors, c'est vrai qu'on lui a envoyé, on a fait un live sur LinkedIn, elle a gagné les accords Toltec. Ah, intéressant. C'était bien. D'ailleurs, petite question, t'as fait gagner les accords Toltec, mais t'as fait gagner les 4 accords Toltec? Oui, les 4. Parce qu'il y a un 5e accord Toltec qui est vraiment intéressant, c'est apprenez à écouter, mais soyez sceptiques, mais apprenez à écouter, qui est le 5e accord Toltec qui a été... c'est un super accord, surtout pour... qui a été publié aussi par Miguel Ruiz, donc par le même auteur, donc c'est vraiment la même pensée, ça s'appelle le 5e accord Toltec. Il y a juste celui-là dans le livre, mais c'est aussi un bijou qui complète vraiment bien les 4 accords Toltec. Si tu veux, Amel, tu pourrais lire la suite. Voilà, si tu veux aller plus loin, découvrir le 5e accord Toltec, je t'invite à cette lecture qui est vraiment incroyable. Mantra de vie, on parlait un peu de développement personnel, on parlait tout à l'heure d'être en accord avec soi-même. Je pense que c'est un truc hyper intéressant aussi à faire. Du coup, maintenant, si t'avais... Alors, j'ai une question, je vais la changer parce que je l'aime bien, celle-là. Parce que j'ai trouvé une meilleure version de cette question-là. C'est aujourd'hui, en fait, t'as tes compétences, t'as tes connaissances, mais tu vas recommencer à zéro. Et t'as un budget, t'as 500 euros, 1000 euros maximum. Comment tu t'y prendrais pour te lancer? Alors, si je veux faire le mec, l'entrepreneur punchline, tu vois, je dis ouais, les 500 euros, je m'en sers pour acheter un jacuzzi, et après, je me lance sur les réseaux sociaux, ça coûte 0 euros. Bon, en réalité, tu fais pas ça quand même. Si tu as 500 euros, autant les mettre à profit. Tu peux créer un site web, tu peux l'héberger, même si, pour le coup, pour avoir vérifié, on n'a pas besoin d'un site web pour nécessairement faire des ventes aussi. Ça, c'est une idée reçue aussi qu'on a beaucoup.
Mais les 500 euros, je me les garde. Tu vas trouver un moyen de les investir quelque part. Mais vraiment, te lancer sur les réseaux sociaux, je pense que c'est quelque chose qui ne prend pas d'argent. Mm. Tu peux le faire gratuitement. Tu peux, voilà, en définissant bien ta stratégie à la base, ça peut être un business qui te coûte 0 euros à lancer, quoi. Et à être vraiment un impact positif. Moi, je me suis lancé, si j'ai payé 30 euros quoi, pour l'immatriculation à l'URSSAF, ou Ouais, c'est ça, ouais. 30 euros, et puis voilà, t'es lancé. Mm. Tu vas sur les réseaux sociaux, tu communiques, tu prends le temps de te planter, d'ajuster, etc. Mais tu peux aller sans trop dépenser. Donc, et les 500 euros, tu trouveras une utilité pour scaler le truc, pour faire monter. Mais pour moi, les réseaux sociaux, c'est une super solution. Je sais pas ce que tu en penses, Ouais. mais pour se lancer, quoi. Pour se lancer sans trop de risques. Il y a beaucoup qui disaient, mais c'est totalement ça, c'est que ça coûte pas d'argent, mais ça prend du temps. Et d'ailleurs, on n'a pas un temps infini, on n'a que 24 heures dans une journée. Donc, est-ce que si tu devais recommencer, est-ce que tu aurais un réseau social en particulier que tu conseillerais pour se lancer? De façon complètement biaisée. LinkedIn. LinkedIn, ouais. Pour moi, LinkedIn, ça dépend de ta cible aussi, mais tu trouves du B2B et du B2C. Mm. Et comme c'est dans un cadre qui est professionnel, t'as moins de détours, de filtres ou quoi. Tu vas pour proposer ton produit et c'est pas grave. Ça, je veux dire, les gens vont pas mal le prendre, ils vont pas se sentir trahis, entre guillemets. Instagram, je pense qu'aujourd'hui, c'est intéressant d'y être, de se faire une petite réputation, mais c'est peut-être surcoté pour avoir des résultats rapidement. Ouais. Je pense que il y a beaucoup de concurrence. Ouais. Moi, je trouve qu'Instagram est intéressant pour avoir une vitrine, pour créer ta vitrine et te faire une image parce que tu peux faire un fil d'actualité qui est un peu brandé, qui parle de tes valeurs, tu peux donner des conseils, tu peux faire des trucs. Donc, les gens, quand ils vont te trouver, tu mets dans ton profil un lien vers ton Instagram, les gens vont voir, ah, ok, j'aime bien ce qu'il fait, il y a ça et ça, c'est cool. Donc, ça donne une certaine image, une certaine prestance, une certaine notoriété en fait. Les gens vont voir que tu as un profil de qualité. C'est la plateforme grand public, quoi. C'est ça. Donc, c'est sûr qu'en fait, Instagram, si tu veux, je pense qu'il faut y être. Mais je suis pas sûr que c'est là où il faut mettre ton temps. Mais pour le coup, j'ai ma copine du coup, qui est vachement sur Instagram aussi, qui va approcher les 10 000 abonnés, mais ça fait je sais pas combien de temps qu'elle va approcher les 10 000 abonnés. C'est hyper dur quoi, à y arriver. Parce que sur LinkedIn, la chance qu'on a, c'est qu'on peut faire des posts qui sont développés. Tu sais, tu peux mettre vraiment... Les gens ont un temps de scrolling beaucoup plus long, sur un temps d'attention peut-être aussi plus long. Les gens viennent pour avoir de la valeur, pour aller dans l'échange aussi, et pour devenir un peu moins con peut-être aussi. Tu vois, je pense que LinkedIn, c'est l'un des réseaux sociaux où si tu le fais de façon intelligente, tu peux devenir moins con, tu peux t'entourer de gens qui partagent de la valeur, de la qualité et améliorer tes compétences. Donc pour ça, moi, LinkedIn, c'est beaucoup plus intéressant. Je pense que tu peux transmettre beaucoup plus de choses. C'est un réseau aussi qui est beaucoup plus, comment dire, timide, dans le sens où c'est très formel. Et du coup, il y a beaucoup moins de gens qui prennent des risques, qui font des trucs différents. Donc, tu as une opportunité pour différencier beaucoup plus grande. Donc moi, ouais, LinkedIn, c'est vraiment le réseau numéro 1 pour moi, si tu veux faire du business. TikTok peut-être, je connais pas assez, mais si ta cible est jeune, c'est clair que TikTok, ça peut être intéressant. Pas sûr que ça soit pour le reste. Et après, pour moi, ça serait quand même LinkedIn et YouTube. YouTube, même si je suis pas trop dessus encore, qui a un potentiel, même si c'est beaucoup de long terme, mais il y a un potentiel de faire des trucs sympas. Long terme. On parlait de quelque chose qui était hyper intéressant, c'était l'inbound marketing et l'outbound marketing. Ce qui est bien, ce qu'il faut noter aussi avec LinkedIn, c'est qu'il y a une portée organique, donc une portée en gratuit qui est encore très importante comparée à Facebook, où la portée d'une page est nulle, la portée d'un profil personnel. Pour quelqu'un qui se lance aujourd'hui, il va mettre des mois, voire des années à avoir quelque chose. Instagram, c'est pareil, c'est très compliqué. Il y a que TikTok et LinkedIn aujourd'hui qui ont des portées organiques qui sont encore puissantes très rapidement. Voire Pinterest, et encore Pinterest, je suis un peu dubitatif là-dessus. Ça apporte beaucoup de trafic. Là, pareil, c'est ta cible. Alors, Pinterest, pour le coup, on peut faire des généralités complètement. C'est un public féminin. C'est un public féminin, je crois, à 80%. Ouais, plus de 50 ans, je crois. Plus que ça même. Ouais, moi en plus, le petit bémol que je mets sur Pinterest, c'est que je trouve pas que ça génère beaucoup de ventes en fait. T'as déjà un gros trafic, j'ai fait plusieurs tests avec d'énormes trafics qui montait jusqu'à entre 30 000 et 50 000 vues par mois, mais ça m'a généré aucune vente en fait sur ce trafic-là, quoi. Mais c'est ça, c'est qu'il y a un truc à prendre en compte aussi, t'as raison, hein. Parce que si tu fais les réseaux sociaux pour toi, il n'y a pas de souci, tu fais celui qui te plaît. Si tu fais pour ton business, t'as quand même une demande de conversion, quoi. Ton business, si tu ne fais pas rentrer l'argent, il n'y a pas de honte à le dire, il va couler. Et tu vas bouffer des patates, si tu as de la chance. Donc, il faut vraiment trouver des business qui ramènent de la maille, quoi. Faut le dire, quoi. Et ouais, t'as raison, peut-être que LinkedIn aura moins de portée, c'est vrai, peut-être que Coucou Kevin. en fonction des efforts.
À Kevin? Ouais, il respecte les gestes barrières, du coup, il nous parle pas trop, il est loin. Ouais, mais t'as vu, j'ai mis un masque entre moi et le micro là, pour pas nous Ça. infecter. Mais clairement, tu vois, il faut prendre en compte la conversion aussi. Et LinkedIn, je pense que c'est un des seuls réseaux sociaux, aujourd'hui avec TikTok aussi, où tu peux facilement, en étant régulier, avoir 50 000 vues par mois sans trop de problèmes. Ça. Et putain, derrière, générer aussi des clients, quoi. Ouais. Et puis je suis tout à fait d'accord, Bookloon, sur les réseaux, qui te permettent d'être au taquet, être proactif sur le réseau, développer ton business. Voilà, il faut juste mettre son énergie, comme on dit tout à l'heure, sur un voire deux réseaux maximum. Choisir les réseaux où on n'a pas parlé, mais là où est sa cible, là où sont ses clients potentiels. Je pense Bien que c'est sûr. important d'identifier ça. Tout à l'heure, on parlait, je crois que c'était peut-être Sarah qui nous parlait, qui faisait des brainstorming avec ses clients. Je pense que ça peut être intéressant de faire des brainstorming pour savoir à ses clients où est-ce qu'ils sont, sur quels réseaux ils sont présents, sur quels réseaux ils sont actifs, pour orienter sa communication vers ces réseaux où notre cible est présente, pour générer des ventes, pour C'est ça. trouver des partenaires, pour générer du business tout simplement. Mais c'est ça, faut être cohérent, quoi. Faut aller voir la cible. Tu vas pas faire des pubs pour les montes escaliers Stana, tu sais, pour les vieux là, sur TikTok. Genre, tu Alors, peux essayer, mais bon. je pense que tu n'auras pas beaucoup de résultats, c'est compliqué. Non, je pense pas. Ah, du coup, ma prochaine question, c'est quoi ton prochain défi en communication, en création de contenu? Pas facile ça. J'ai envie de presque. Pour faire le mec, tu vois. Mon prochain défi, c'est mon prochain post, tu vois. Mais c'est une façon de faire le beau, de faire des phrases, des punchlines. Mais c'est vrai que je pense que tu vois, chaque nouveau post, tu vas te renouveler d'une certaine façon. Donc j'ai envie de te dire, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi conquérir des nouveaux réseaux. Voilà, je sais que je commence à me mettre sur YouTube, sur Insta. Il faut que je sois beaucoup plus présent. Donc ça va être trouver aussi comment faire ça, comment trouver ma patte aussi, qu'elle soit adaptée à ce réseau. Parce que chaque réseau social a son identité aussi, c'est important de la respecter. C'est important de chercher à se différencier, à casser les codes. Mais si tu prends LinkedIn comme TikTok, tu vas te planter. C'est pas aussi facile que ça. Donc je te dirais conquérir de nouveaux réseaux, adapter ma communication à ça et m'en servir, faire un vrai écosystème pour que derrière créer des conversions, quoi, et attirer les personnes que je veux avec les nouveaux produits que je vais mettre en place, les nouvelles formations, etc. Donc ça va être ça l'objectif, ça va être créer cet écosystème. Ouais, bah ça c'est intéressant. Mais du coup, je vois une question moi qu'on n'a pas évoquée, là qui est passée par Bookloon aussi. C'est si tu publies sur tous les réseaux sociaux, tu finis par te perdre et à dupliquer le contenu en fait sur tous les RS. Et ça c'est quelque chose, je crois qu'il y a deux écoles là-dessus, je sais pas laquelle. Les gens qui disent qu'on peut publier sur tous les réseaux le même contenu parce que ça va générer, parce que les gens sont pas présents il y a des gens qui sont sur Facebook, des gens sur Instagram, ou alors est-ce qu'il faut faire des contenus différents sur chaque réseau en fait? Si tu as la capacité, parce que c'est ça aussi, si tu as la capacité technique, des personnes qui peuvent te faire un truc unique à chaque réseau, putain, fonce. C'est clair que c'est toujours mieux. La personnalisation, ça sera toujours mieux. Après, tu as aussi une façon qu'aime bien mettre en avant Gary Vee, c'est créer du micro-contenu. C'est à partir d'un contenu, le découper, l'adapter à chaque réseau social. Une vidéo de 20 minutes sur YouTube, tu peux la découper en extrait pour faire des stories, Instagram, LinkedIn, peu importe. Tu peux faire des mini-capsules aussi sur une thématique très précise que tu évoques dans la vidéo. Donc, tu vois, tu peux découper, tu peux adapter à plein de choses. Donc, je pense que c'est important que chaque format respecte l'identité du réseau, qu'il soit adapté. Alors, bien sûr, en prenant en compte l'évolution et qu'on peut éventuellement bousculer les codes, parce qu'il vaut mieux être pionnier que dernier. Mais je pense que ouais, c'est bombarder sur tous les réseaux sociaux, c'est pas la meilleure solution. Pour le coup, c'est ce que je suis en train de faire sur Insta, tu vois. Je sais que je publie avec un temps de décalage ce que j'ai fait sur LinkedIn sur Insta après. Donc forcément, Insta, il y a pas beaucoup de personnes qui me connaissent, donc ça marche. Mais si c'était que des gens qui me suivaient sur LinkedIn et sur Insta, ça serait complètement con de faire ça. Faut respecter le game, tu vois, j'ai envie de dire, des réseaux sociaux. Faut respecter les réseaux sociaux en tant que tels, leur identité, et surtout faut respecter les gens qu'il y a derrière. Parce que les gens, ils sont pas cons, et si tu leur fous tout le temps la même chose, ils vont te dire, je l'ai vu 15 fois, je vais pas liker, tu vois, à chaque fois, et je vais pas m'engager. Donc si tu peux, si tu as la capacité, fais un truc unique. Sinon, crée du micro-contenu. Ouais, sauf ceux qui aiment bien les comiques de répétition. Petite dédicace à Kevin. Mais ouais, on parlait tout à l'heure, c'est avoir un ou deux réseaux, donc pas dupliquer son contenu, je pense que c'est intéressant, parce que du coup, on me dit on va perdre du temps en fait, en publiant le même contenu, on va saouler son audience aussi, je pense aussi, si les gens voient le même contenu sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook. Moi, je l'ai fait. C'est bien de la guerre, pas les saouler, pas les lasser. Hein. C'est ça, ouais. Exactement. Moi, je sais que j'ai reçu des messages à quelqu'un qui m'a dit, bah, je je t'ai masqué en fait parce que je vois ton contenu trop souvent sur différents réseaux. Parce qu'à un moment donné, je faisais je faisais une publication sur LinkedIn, je la copie-collais sur Facebook. Alors que maintenant sur Facebook, je fais des posts un petit peu différents ou que pour les trucs importants, parce que j'ai envie qu'ils aient de la visibilité. Sinon, la plupart du temps, je ne suis pas dessus.
c'est ça, et moi, enfin, clairement, moi, là, pour l'instant, sur Instagram, parce que je suis en train de débroussailler, j'ai pas envie de dire que je duplique, tu vois, avec un temps de décalage. Pour autant, sur LinkedIn, ça m'arrive une fois pas de dupliquer, mais tu sais, de reprendre le même concept et de le faire avec une autre formulation. Ouais, tu peux le transformer, ton concept. Tu avais été l'un des premiers à me le dire, d'ailleurs. Ouais. On me disait, mais t'as pas déjà fait ce post? Je dis, ouais, il y a 6 mois, j'ai fait ce post, là, je change quelques petits détails pour voir ce qui marche. D'ailleurs, ça avait doublé en termes d'engagement, mais tu vois, c'est intéressant que tu avais remarqué, alors que ça faisait 6 mois. Et il y avait quand même peut-être en 6 mois, je sais pas, tu vas faire une quinzaine de posts par mois, donc tu avais presque une centaine de posts qui étaient passés, quoi. Entre. Ouais, bah moi. Donc, ça prouve qu'il faut pas prendre les gens pour des cons non plus. C'est ça. Et spécial dédicace à certains créateurs de LinkedIn qui vont se reconnaître, j'espère, qui en fait, ils ont des posts prévus pour 3 mois, qui vont tourner et qui osent dire après que derrière, ils n'ont plus d'engagement ou que ça marche plus, ou que LinkedIn se plante, que c'est de la merde, donc ils se cassent de LinkedIn. Cassez-vous, mais cassez-vous de tous les réseaux sociaux parce que ça va pas marcher. Si vous respectez pas la communauté que vous créez et les gens derrière, mais cassez-vous. Et moi, j'en ai un en particulier en tête. Je pense que ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'il a tout le temps le même contenu. Ouais. Bah, quelque chose que tu as évoqué qui est important aussi, c'est recycler son contenu aussi. Tu peux faire une vidéo, la transformer en post texte, après en post audio, après faire peut-être un carrousel, peut-être faire j'ai oublié le terme sur ça, mince, une infographie, voilà, une infographie. Ouais. Avec ce contenu, ça peut être hyper intéressant à faire ça. C'est ça, c'est que tu peux varier les formats sur un même sujet, en fait. T'es pas obligé de faire du copier-coller. C'est de la fainéantise. Tu peux le faire de temps en temps, tu vois, si vraiment, allez, au bout d'un an, tu vois, tu peux le faire 6 mois. Si vraiment tu as besoin d'être visible et tu n'as pas d'idée, bon, allez, pourquoi pas, tu vois, on passe l'éponge. Mais faire tout le temps ça, baser ta stratégie sur ça, c'est se foutre de la gueule des gens. Et non, clairement, c'est pas une bonne idée. Mais comme tu dis, tu peux varier les formats avec un même sujet et ça sera très bien reçu. Bah, d'ailleurs, on a 2 questions de Bookloon qui vont dans ce sens. La première, c'est est-ce qu'il faut avoir un feed cohérent ou déstructuré? Et est-ce qu'on peut passer du coq à l'âne? Est-ce une bonne chose dans les publications? Est-ce que passer du coq à l'âne, c'est une bonne chose? Voilà. Alors, cohérent ou déstructuré. pour le fil cohérent, sur LinkedIn, ça va pas trop se voir. Et encore, je pense qu'on passe souvent au fil Instagram. Tu sais qu'il faut avoir un branding, tu sais, comme tu disais, une couleur, enfin, des trucs comme ça qui être reconnaissable. Je pense que c'est l'esthétique sur Instagram, mais c'est le réseau de l'image aussi. Donc c'est important d'avoir une esthétique travaillée. Après, la cohérence dans sa communication, que ce soit par le ton que tu vas employer ou par le visuel, c'est hyper important. Et rien ne t'empêche de faire évoluer ton visuel, tu vois, ta charte graphique. Moi, je suis passé du rouge au plus, maintenant, je suis plus noir et rouge, etc., noir, rouge, blanc. Je sais que Kevin, lui, a aucun problème à changer. Mais du coup, les gens sont habitués à le voir changer aussi. Donc, tu sais, à être surpris, ils sont habitués à être surpris. Donc, c'est pas incohérent, du coup. Donc, je pense qu'il faut toujours garder une cohérence graphique qui peut évoluer, tu vois, par petites touches. Pour après, si ça se trouve dans 6 mois, ça sera complètement différent. Mais la faire évoluer petit à petit. Pour ce qui est de la cohérence, on va dire plus sur la ligne éditoriale, c'est hyper important. Après, encore une fois, on a l'impression parfois qu'il y a des sujets passés du coq à l'âne, qu'il y a des sujets qui sont complètement imposés, complètement aux antipodes. Et en fait, on trouve toujours un lien. La cohérence, ça va être toi. Le lien, ça va être toi. Donc, tu peux parler de n'importe quoi. C'est l'exemple que je prends souvent, que j'ai parlé avec un des clients d'immobilier, donc milieu de requin et d'humanitaire. Mais tu peux parler, j'en sais rien, je sais pas, bon, je vais peut-être, non, ça serait trop, mais de la cuisine et de défense animale, tu dois pouvoir trouver des trucs communs. Il y a moyen de relier, il y a des ponts entre tout à faire, mais la cohérence, c'est absolument important et essentiel parce que sinon, on ne te reconnaît plus en fait. Et l'important, avec une communication digitale, avec une communication en général, c'est de marquer les esprits, d'être reconnaissable. Et donc, si tu n'es pas cohérent, si on ne s'est pas quitté, et si tu passes, tu vois, si tu changes de valeur, comme certains le font aussi, certains influenceurs qui veulent absolument le buzz, et du coup on ne sait plus qu'est-ce qu'ils pensent et qui est derrière, tu vois, là tu te tires une balle dans le pied. Donc il faut savoir, il faut rester fidèle à ses valeurs. Ça, c'est la cohérence à ce niveau-là. Clairement, moi je le sais très bien, j'ai changé pas mal pas de valeurs, mais de cibles au bout d'un moment, parce que je me suis rendu compte en analysant au bout d'un an qu'il y avait des sujets qui marchaient beaucoup plus que d'autres, et qu'il y avait des choses qui généraient beaucoup plus d'interactions, beaucoup plus de contacts que d'autres sujets, et que moi je pensais pas du tout que c'était ces sujets-là qui touchaient le plus les gens en fait. Mais tu vois, moi je préfère parler d'ajustement. C'est ça, c'est un ajustement. C'est pas un retournement de situation non plus complet, c'est que tu t'orientes, tu vois. C'est ça, et c'est hyper intelligent, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça, ouais. Comme on dit, on tâtonne un petit peu, on fait des tests, j'avais testé plusieurs sujets, après j'ai essayé de me spécialiser sur un seul sujet, voire 2 maximum,
pour pas, j'avais 3-4 sujets, je crois, à la base. J'en ai gardé 2 ou 3. Deux sujets j'ai gardé actuellement, qui sont l'écriture et le podcast, et qui sont plutôt les deux phares. Le terme de l'écologie, je le traite maintenant plus dans le podcast que sur LinkedIn, parce que j'ai vu ça a généré beaucoup de likes, ça génère beaucoup d'interactions, mais c'est pas ce que je recherche, qu'on dit, les likes, et ça ne fait pas d'argent. Donc c'est intéressant pour créer des connexions, mais ça apporte pas de business. Donc c'est pas ça que j'étais venu, je voulais pas utiliser LinkedIn dans cette optique-là. Donc je pense que c'est important de voir, de analyser qu'est-ce qui marche, c'est intéressant. D'ailleurs, on a une question là-dessus. Selon vous, est-ce qu'il faut publier tous les jours ou 2 à 3 fois par semaine, mais en ayant élaboré une publication de qualité que privilégier la quantité, pardon. Tout dépend de ta stratégie. Ça dépend de l'objectif. Si tu veux gagner en visibilité, publie tous les jours. Si tu veux faire une entrée fracassante, publie tous les jours. Mais voilà, encore une fois, tout dépend de ta stratégie. Au départ, quand tu es dans cette phase de séduction, je pense que ça peut être intéressant de matraquer, entre guillemets. Mais publier, ça suffit pas. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pareil, c'est d'aller dans l'humain, d'aller dans l'échange, dans les messages privés, dans les commentaires chez les autres. Donc, c'est pas suffisant. Donc, ça peut être une stratégie quand on veut gagner en visibilité, quand on veut se faire connaître, quand on veut marquer son territoire. Donc, ouais, ça peut le faire. Après, une fois que tu as tout ça qui est fait, déjà que tu as bien débroussaillé et peut-être que tu n'as pas la capacité non plus et que tu ne veux pas non plus saouler ton audience, ta communauté, ça peut valoir le coup de réduire. Sur LinkedIn, passer à 3-4 fois par semaine, c'est très bien. C'est un très bon mélange, c'est un très bon équilibre. Ça ne va pas trop saouler et tu vas quand même être bien visible. Insta, je sais pas, je pense que tu peux aller aussi tous les 3 jours. YouTube, le YouTube, pareil, je pense que 2 fois par semaine, c'est bien. Mais voilà, je pense que ça dépend où tu en es dans ta stratégie et quel est ton objectif. Si tu veux renforcer ta marque, c'est peut-être pas l'idéal de publier tous les jours. Renforcer tes valeurs, etc. Vaut mieux se laisser désirer un petit peu. Super, merci beaucoup, de rien beaucoup de t'avoir aidé pour ton mémoire. Et on va passer à une des dernières questions de ces petits lives. Donc merci à vous d'avoir été là déjà jusqu'à maintenant. Ça fait trop plaisir de vous voir et d'avoir été aussi actif pour poser des questions. Qui c'est qu'on a aidé dans le mémoire? Qui c'est? C'est Bookloon que tu as aidé dans son mémoire. On veut une mention dans ton mémoire. Alors une petite mention voilà, dans le mémoire. Ça ferait plaisir. On met dédicace. Ça serait cool. Du coup, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter maintenant? Ouais, c'est Amel. Et c'est vrai, moi, le pseudo, je suis lobotomisé avec Seb, du coup, je dis beaucoup. Mais Amel, ouais. Un truc à ajouter, non, je sais pas. Lancez-vous. Lancez-vous, vous mettez pas de barrière. Écoutez pas non plus les autres, les barrières qui peuvent vous mettre, les idées qui peuvent vous mettre en tête. La communication, ça commence par soi. Ça se prend en main. Vous avez le droit de donner de la voix, de trouver votre voix. Et vous avez intérêt, d'ailleurs, à le faire. Parce que tout le monde a besoin d'entendre votre voix, votre vision des choses. Et tout le monde peut vivre de sa passion. Vraiment, je pense qu'aujourd'hui, on peut en vivre de sa passion. Il suffit de mettre en place les bons outils et de s'entourer des bonnes personnes aussi. Donc, c'est pour ça qu'on a fait la vague, entre autres. Donc, allez-y avec humilité. Osez vous planter pour progresser, pour pousser. C'est de la jardinerie. Et allez-y, quoi. Mais lancez-vous. Ça commence par un premier pas. C'est le plus long voyage. Voilà, je pourrais prendre ça comme citation. Le plus long des voyages commence par un premier pas. Donc voilà, allez-y, plantez-vous, lancez-vous, mais avancez, quoi. Merci. Et si vous avez encore des dernières questions, c'est le moment de les poser. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous pouvez nous ajouter sur Instagram et LinkedIn. Donc voilà, vous pouvez me retrouver. Moi, c'est rmn.rivière sur Instagram et puis Romain Rivière sur LinkedIn. Et puis on a Sébastien Cambet sur LinkedIn et puis Le Grand Saut sur Instagram. Donc n'hésitez pas à nous ajouter, ça ferait... On serait ravis d'échanger avec vous sur ces sujets-là. C'est ça, sur YouTube aussi. Bon, je vais me reprendre un petit peu, reprendre en main. Hein, ouais, c'est ça. Sur Le Grand Saut. Voilà, donc moi j'avais une dernière question, du coup, c'était où on peut te trouver? Je viens de dire 2 trucs, je sais pas s'il y a un autre endroit que tu veux renvoyer les gens. Les réseaux sociaux, c'est LinkedIn, Instagram et YouTube. Donc Sébastien Cambet sur LinkedIn, Le Grand Saut sur Instagram et YouTube. Et aussi, s'il y en a qui veulent apprendre à créer du contenu, qui soit du contenu pas seulement qui fasse des likes, mais qui aussi derrière amène de la conversion, vous pouvez aller sur legrandsaut.com où j'ai lancé une petite formation qui est encore à son prix de lancement, donc allez-y, profitez-en. Et puis voilà, on reste en contact. En tout cas, moi je serais ravi d'échanger avec tout le monde. Et merci beaucoup pour l'invitation, Romain, c'était super cool. Ça fait plaisir. J'espère que c'était pas trop dur avec les chiens, j'espère que tu t'en sortiras bien pour le montage. D'ailleurs, moi je vais poser une question au chat, je vais changer un paramètre. Est-ce que le son il est mieux ou ça change quelque chose maintenant? Parce que j'avais désactivé un truc, je sais pas si ça change quelque chose pour le son. Ou alors c'est la même chose. Dites-moi si mon micro a bien marché.
Ouais, je sais pas trop. En tout cas, voilà, si moi c'est plutôt de la communication et de l'écriture, ok, c'est pareil. Bon, bah, ça change rien. Bon, tant mieux. J'ai pas coupé mon micro, j'ai pas mis le micro du de l'ordi, j'ai mis le vrai micro. Donc ça c'est cool. Donc moi je fais plutôt de la Dites-nous strat. si, si vous voulez qu'on fasse de la SMR, C'est ça, on peut faire de la on peut SMR. faire de la SMR aussi, pour l'histoire C'est ça, on Napoléon. peut faire un peu d'ASMR, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Et non, bah moi vous pouvez me retrouver pour la création de livres, si vous avez un livre business ou roman à écrire, vous pouvez me retrouver sur romainrivière.net. Et sinon, si tu regardes ce direct en Twitch, bah merci de faire un petit follow, ça fait super plaisir. Ça m'aiderait vraiment à développer. Si tu regardes cette vidéo sur YouTube, tu peux mettre un petit pouce bleu sur les vidéos sur YouTube. Ça m'aiderait énormément. Et si tu regardes la version podcast, tu peux mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire. Ça permettrait de référencer ce podcast. Et si Et vous tu pouvez veux. faire des dons Et tu aussi. peux faire des dons aussi, tu as un petit tip si tu es d'humeur généreuse, si tu as fait des prises, si tu as trouvé quelques trésors, tu peux faire un petit don via PayPal, ça fait plaisir. Et si tu veux soutenir encore plus le flow de l'histoire, le podcast, tu peux devenir membre pour 2 doublons. Pour 2 doublons, tu as accès aux épisodes en avant-première, tu as accès à des épisodes bonus, tu as accès aussi au choix des prochains épisodes, tu seras inclus dans le conseil pirate, parce que les pirates ont mis en place la vraie démocratie. Je t'invite à écouter mon épisode 1 qui en parle justement, qui parle de la vraie démocratie, la vraie égalité, l'égalité brutale des pirates. Donc voilà, c'est ça. Donc en tout cas, moi ça m'a fait plaisir. On a passé un super moment. Et je vous donne en Très tout cas cool. rendez-vous pour le prochain live qui sera sur le sujet. C'est comment créer un site, comment créer son activité sans aucune connaissance en code, en coding, grâce au no-code. Et j'aurai un super invité, expert du no-code, qui va venir nous en parler la semaine prochaine à 21h toujours. Super, ben merci à tous d'être venus. Et merci Romain pour la visite, c'était très cool. Bah merci. Et à refaire. Bah à refaire, merci à vous. Ça fait trop plaisir et je vous dis à la prochaine.